Le rire déchira l'air matinal à Quantico comme une lame dentelée. Aigu, cruel, public. Chérie, tu ferais peut-être mieux de t'en tenir au nettoyage des armes plutôt que de les manipuler. La voix du chef Bradley Walsh résonna à travers le champ de tir de 200 mètres, amplifiée par les haut-parleurs extérieurs destinés aux annonces de sécurité. Avec ses 1,88 mètres et ses 100 kilos d'arrogance de Navy SEAL, il s'appuya contre le banc de tir avec l'assurance désinvolte de quelqu'un qui n'avait jamais été vraiment mis au défi. Sa main reposait sur la carabine M4 et la crosse de Hazel Brooks, une arme cassée et abîmée qui avait échoué 3 fois à l'inspection. Hazel se tenait immobile, 1,63 mains, 57 kilos, les cheveux bruns tirés en un chignon réglementaire si serré qu'il aurait pu passer l'inspection militaire. Elle portait des vêtements civils, un pantalon kaki, un polo gris uni avec l'inscription Quantico Armory Tech, brodé sur la poitrine. Ses yeux bleus ne clignaient pas tandis qu'elle soutenait le regard de Walsh. Autour d'eux, 43 personnes observaient la scène, des Marines en formation, des techniciens en pause, des Navy SEALs de l'unité de Walsh qui n'étaient pas en service. Des téléphones sortirent des poches. Les voyants d'enregistrement clignotaient en rouge. Le fusil qu'elle tenait entre ses mains racontait à lui seul son histoire d'échec. Une fissure de 7,5 cm fendait la crosse. Le guidon était décalé de 15 degrés vers la droite à cause d'un test de chute raté. Le mécanisme de la gâchette était collant et le ressort du percuteur était usé à moitié. Cette épave avait échoué 3 fois à l'inspection. Walsh continua à jouer le jeu devant son public. Même mes gars n'arrivent pas à toucher quoi que ce soit avec ça. Il fit un geste vers les 4 Navy SEALs qui l'entouraient. Connor Mills, Dylan Foster, Mason Gray et la femme qui, d'une manière ou d'une autre, avait réussi à faire passer son gilet de qualification SEAL pour un vêtement à la mode, le lieutenant Ivy Carson. Carson décroisa les bras et s'avança avec cette cruauté particulière qui ne peut venir que de quelqu'un qui lutte contre ses propres insécurités. Laisse la technicienne faire son travail, Walsh. Son sourire était plein de mépris. Elle est douée pour la paperasse. Le mot était empreint de mépris. Des rires épars parcoururent la foule. Quelques marines se mirent mal à l'aise. Un technicien, Mason Gray, qui avait partagé son déjeuner avec Hazel pendant 3 mois, détourna le regard. Les doigts de Hazel parcoururent le récepteur comme s'il lisait du braille. Son pouce trouva le bouton de déverrouillage du chargeur, appuya dessus et attrapa le chargeur vide. Le mouvement était automatique, inconscient. Le genre de mémoire musculaire qui nécessite 10 000 répétitions pour se construire. Vous savez quoi? Walsh se leva du banc, se réjouissant de sa performance. Vous avez touché 3 cibles avec cette arme cassée. Je m'occuperai de votre paperasse pendant 1 mois. Il se tourna vers son public. C'est un marché équitable, non? 3 cibles, 100 mètres. Ça devrait être facile pour quelqu'un qui passe ses journées avec des armes. La foule murmura. Quelques rires. Quelqu'un marmonna. Ça va être intéressant. Puis une voix retentit depuis la plateforme d'observation. Rendez ça intéressant, Walsh. Le capitaine Ethan Fletcher descendit les escaliers métalliques avec l'allure mesurée de quelqu'un qui a pris des milliers de décisions sous le feu. 20 ans d'expérience au combat avaient creusé des rides autour de ses yeux. Une étoile d'argent sur son état de service, 3 rotations de déploiement dans des endroits qui n'existaient toujours pas officiellement. Son regard croisa celui de Hazel. Pendant une demi-seconde, quelque chose vacilla dans ses yeux. Une reconnaissance que personne d'autre ne remarqua. 10 cibles, dit Fletcher en atteignant la ligne de tir, 300 mètres, les yeux bandés. Les rires s'éteignirent. Et elle utilise ce fusil. Fletcher fit un signe de tête vers le M4 endommagé. Si elle réussit, Walsh, vous et votre équipe ferez l'entraînement physique matinal à 5 AR pendant le mois prochain en tenue complète, et c'est elle qui donnera le rythme. La mâchoire de Hazel se crispa d'1 millimètre. C'était la seule réaction visible. Le sourire de Walsh vacilla, puis s'élargit à nouveau, mais cette fois avec une pointe d'incertitude. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, c'est impossible. » Le ton de Fletcher suggérait qu'il avait déjà entendu ce mot, et prouvé qu'il était faux. « C'est justement le but, chef. Vous voulez vous moquer des capacités de quelqu'un? Voyons si votre évaluation tient la route. » Il se tourna vers Hazel. « Qu'en dites-vous? » Brooks est intéressé pour faire taire quelques grandes gueules. Tous les regards étaient fixés sur elle. Les téléphones enregistraient. Le vent se leva, apportant avec lui l'odeur de l'huile à fusil et de l'herbe fraîchement coupée.
Hazel regarda le fusil, les cibles au loin, de petits cercles sur des supports motorisés actuellement positionnés à 100 mètres, et le visage de Walsh, où l'arrogance commençait à se fissurer. Elle parla pour la première fois, d'une voix basse et parfaitement calme. Déplacer les cibles à 300 mètres. J'aurais besoin de 10 cartouches. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Les 20 minutes suivantes allaient redéfinir tout ce que ces gens pensaient savoir sur la sous-estimation. Hazel posa le fusil avec la précision minutieuse de quelqu'un qui manipule des explosifs instables. Ses mains bougèrent rapidement, avant même qu'elle n'en ait conscience, démontant le M4 en 47 secondes dans un silence complet. Le groupe de culasse, la poignée de chargement, le ressort tampon, chaque composant fut posé sur le banc de tir dans un ordre parfait. Autour d'elle, les moqueries se transformèrent en une attention confuse. Ce n'était pas ainsi que les techniciens manipulaient les armes, c'était ainsi que les instructeurs armuriers apprenaient aux spécialistes à diagnostiquer les défaillances à l'aveugle. Obstruction du tube à gaz, murmura Hazel, plus pour elle-même que pour les autres. Son petit doigt sonda l'ouverture du tube et en ressortit avec des résidus de carbone. Ressort de percuteur à 53% de tension. Assemblage tampon endommagé, détente usée. Le langage technique s'écoula avec une autorité désinvolte qui fit échanger des regards à plusieurs Marines. Jasper Cole, spécialiste en armement, debout près du hangar à matériel avec sa tablette, tapota l'écran. Il ouvrit le dossier personnel de Hazelbrook. Contractuel civil, 6 mois à Quantico. Emploi précédent, Fort Benning, logistique civile. Rien de remarquable. Rien qui expliquait ce qu'il observait. Walsh retrouva son assurance. Super. Alors, tu sais ce qui ne va pas? N'importe quel armurier débutant pourrait diagnostiquer cette camelote. Ça ne veut pas dire que tu peux tirer avec. Il fit claquer ses doigts à Connor Mills. Connor installa 10 cibles à 300 mètres, et Spaceman standard. Puis, avec une générosité théâtrale, en fait, non, faisant une formation tactique. Il regarda Hazel avec un sourire qui attendait sa capitulation. Disposition en losange, 2 cachés derrière des barrières, 3 surélevés sur des supports mobiles. Voyons voir si tu peux les toucher. Mills courut vers le champ de tir. Le sergent d'artillerie, Carter Reed, instructeur en armement depuis 15 ans, le rejoignit. Ensemble, ils reconfigurèrent la disposition des cibles pour se rapprocher d'un scénario de combat urbain, avec des champs de tir qui se chevauchaient, des hauteurs variables et des cachettes partielles. De retour sur la ligne de tir, Hazel remonta le fusil. Ses mouvements étaient rythmés, pas rapides, mais efficaces. Le groupe de culasse glissa en place avec un clic sec, la poignée d'armement verrouillée. Elle inséra le chargeur, 10 cartouches de munitions standard M85 5 balles, et le clic métallique du chargeur en place fit pencher la tête du sergent-chef Blake Morrison, un vétéran des Marines depuis 10 ans. Quelque chose dans ce son, dans la pression qu'elle avait exercée, dans l'angle d'insertion. Son téléphone était déjà en train d'enregistrer, mais il zooma maintenant sur ses mains. Sa posture, murmura Blake aux Marines à côté de lui. Regardez sa posture, Hazel s'était placée sur la ligne de tir, les pieds écartés de la largeur des épaules, le poids équilibré 4,60, favorisant sa jambe arrière pour gérer le recul, la main gauche sur le garde-main, le pouce droit reposant sur le sélecteur, le corps légèrement incliné, présentant un profil plus petit à une menace imaginaire en aval. C'était parfait. Non, c'était plus que parfait. C'était le genre de posture que les instructeurs passaient des années à enseigner aux candidats aux opérations spéciales afin qu'ils l'adoptent instinctivement. Avant de voir la suite, une petite question. Avez-vous déjà été sous-estimé? Peut-être au travail, peut-être dans votre vie personnelle. Si cette histoire vous touche particulièrement parce que vous avez déjà vécu cela, cliquez sans hésiter sur le bouton « S'abonner ». Nous construisons une communauté de personnes qui savent que la force tranquille parle plus fort que l'arrogance. Cliquez sur l'icône en forme de cloche pour ne jamais manquer des histoires comme celle-ci. Croyez-moi, ce qui va se passer va vous faire passer une excellente journée. Revenons maintenant au champ de tir où Hazel vient de ramasser ce fusil cassé. Dylan Foster, le plus jeune membre de l'équipe SEAL de Walsh, âgé de 24 ans, a décidé de relever le défi. Il a couru vers le champ de tir pendant que Mills et Reed finalisaient le placement des cibles. Il a rapidement ajusté les câbles de soutien, relâchant la tension sur les cibles 4 et 7, afin qu'elles oscillent de 300 cm supplémentaires dans le vent de 13 km/h.
Un mouvement si léger que personne ne le remarquerait, à moins de le chercher spécifiquement. Il a jeté un coup d'œil vers la ligne de tir et a vu Walsh Shibieshiktiasa prouver d'un signe de tête. Une assurance, même si cette technicienne avait de la chance avec quelques tirs, les cibles mobiles la trahiraient. Fletcher l'a vu, il a serré les mâchoires, mais n'a rien dit. Laissons-les jouer leur jeu, laissons-les creuser le trou plus profondément. Hazel appuya la crosse du fusil contre son épaule. Elle sentit la fissure dans le matériau composite, compensée par un ajustement de la répartition de la pression. Le guidon endommagé était décalé de 15 degrés par rapport au centre. Pour un tireur normal, cela signifiait rater chaque tir de 18 pouces à 300 mètres. Pour quelqu'un qui comprenait la balistique au niveau des mathématiques pures, cela signifiait recalculer la visée, tenir compte du décalage, utiliser le dysfonctionnement comme une donnée, plutôt que comme un obstacle. Elle expira à moitié, comme le font les tireurs d'élite lorsqu'ils ont tiré 10 000 cartouches, et comprennent que le contrôle de la respiration fait la différence entre toucher et rater. Le premier tir retentit à 300 mètres, la cible numéro 1, au centre de la masse, fut touchée en plein milieu. Les rires cessèrent, le sourire de Walsh se figea. « Coup de chance », dit-il, mais sa voix avait perdu de sa force. « Recommence ». Hazel chargea la deuxième balle, ajusta le viseur pour compenser le décalage. Elle tira. La cible numéro 2, partiellement dissimulée en hauteur, sursauta lorsque la balle la traversa. Le sergent d'artillerie J. Reed, qui avait passé 15 ans à enseigner le tir, resta immobile en contrebas, les yeux fixés sur la cible. Le tir n'était pas seulement précis, il était exact. La distinction était importante. Précis signifiait toucher la cible. Exact signifiait toucher exactement le même point avec une régularité mécanique. C'était de la précision. Troisième tir, la gâchette endommagée du fusil nécessitait une pression de 7 livres au lieu des 4,50 livres standards. Hazel compensa en plaçant son doigt différemment sur la gâchette, en appuyant sur la deuxième articulation au lieu du bout du doigt. La balle partit. La cible 3, qui oscillait à cause du sabotage de Dillon, cessa de bouger. Trou en plein centre. Protocole fantôme. Blake Morrison respira. Il avait zoomé au maximum avec l'appareil photo de son téléphone. Il avait capturé la position du coude de Hazel, la façon dont sa main d'appui exerçait une pression vers le haut sur le garde-main pour contrebalancer la remontée du canon. Seules les forces spéciales utilisent cette position. Ce n'est pas un entraînement civil. Soldat de première classe, Lily Winter, debout à côté de Blake, murmura « C'est quoi le protocole fantôme ?» Une technique de tir avancé. Blake répondit sans quitter l'écran de son téléphone des yeux, développé pour la précision à longue distance dans des conditions de combat stressantes. Il ne l'enseigne pas en dehors des unités de niveau 1. Il regarda Hazel tirer le 4e coup. Une autre touche. Je l'ai vu une fois. Un instructeur de tireur d'élite s'en vantait devant des candidats à l'équipe SEAL. Il baissa la voix. L'instructeur ne faisait pas de démonstration pour nous. Simple marine, il disait qu'il fallait 5 ans de pratique quotidienne pour maîtriser cette technique. 5 coups, 5 cibles. Celle que Dillon avait spécialement déstabilisée avait dévié de 3 degrés vers la gauche sous l'effet d'une rafale de vent. Hazel tint bon, attendit, tira au moment où la cible atteignait son apogée et changeait de direction. La balle intercepta la cible en plein mouvement, en plein centre, au loin. Le visage de Dillon pâlit. La moquerie d'Ivy Carson s'était évaporée. Elle s'approcha de la ligne de tir. Elle ne croisa plus les bras. Son mépris fit place à un intérêt professionnel. C'est impossible. Le viseur de ce fusil est endommagé. Rien que le décalage. Elle s'arrêta. Elle regarda Hazel éjecter le chargeur vide et en insérer un nouveau avec l'efficacité fluide de quelqu'un qui a répété ce geste des milliers de fois. Elle calcule la compensation en temps réel. La voix d'Ivy avait quelque chose de nouveau. Pas tout à fait du respect, mais le début d'une prise de conscience qu'elle avait catastrophiquement mal jugé la situation. Carter Reed revint de la série de cibles. Ses 15 années passées à enseigner le tir aux Marines de toutes les spécialités militaires lui avaient appris à reconnaître les niveaux de compétence d'un seul coup d'œil. Ce n'était pas de la compétence, c'était de l'art. Le chef Walsh Reed appela « Je vais modifier la formation des cibles. Rendez-la intéressante. » Comment? L'arrogance de Walsh s'était complètement effondrée. Il regarda Hazel tirer. 6e tir. Encore un coup parfait.
Reed sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. La formation Fallujah, celle qu'ils utilisaient pour tester les candidats tireurs d'élite pendant la vague d'attaque. Il se tourna vers Hazel. Si vous êtes moitié moins doué que ces 6 tirs, cela devrait être une routine. Hazel baissa son fusil et croisa le regard de Reed. Montre-moi. Pendant les 3 minutes qui suivirent, Reed et Mills reconfigurèrent les 4 cibles restantes pour créer un scénario cauchemardesque, position qui se chevauchait, dissimulation, changement d'élévation, une cible partiellement cachée derrière une barrière nécessitant un tir à travers un espace de 30 cm, une autre positionnée à 30 degrés à gauche de la ligne de tir, obligeant le tireur à engager plusieurs angles. Cette formation avait fait ses preuves à Fallujah en 2011, où elle avait éliminé 80% des candidats tireurs d'élite qui l'avaient tenté dans des conditions d'essai. En matière d'équipement de précision, la technologie militaire a révolutionné notre approche de la précision dans les situations de forte pression. Les télémètres avancés utilisent désormais la même technologie laser que celle utilisée par les tireurs d'élite des forces spéciales pour calculer les distances avec une précision de 0 à 1%. Les montres connectées tactiques suivent les données biométriques, la fréquence cardiaque, les niveaux d'oxygène et les indicateurs de stress, fournissant aux opérateurs des informations en temps réel sur leur état physique pendant les missions critiques. Les optiques de vision nocturne ont évolué, passant des appareils encombrants de 2e génération à des systèmes compacts de 4e génération dotés de capacités infrarouges, permettant d'identifier des cibles à 1500 mètres dans l'obscurité totale. La même innovation qui sauve des vies dans les zones de combat est désormais disponible pour un usage civil dans les loisirs de plein air, la recherche et le sauvetage, ainsi que dans des applications professionnelles. Le vent a tourné du nord-ouest vers l'ouest avec des rafales de 8 à 10 mph. 300 mètres signifiait 1,7 secondes de vol de la balle. Dans cet intervalle, le vent pouvait dévier la cible d'environ 6 pouces. Hazel pencha la tête, écoutant, lisant le mouvement de l'air, non pas avec des instruments, mais avec la conscience sensorielle qui vient du fait d'avoir tiré dans toutes les conditions météorologiques que la nature offre. Elle ajusta sa position de 3 degrés. La pression de sa main d'appui s'est déplacée davantage vers le bas et moins vers le haut pour compenser la dérive due au vent. 7e tir. La balle a décrit une courbe dans les airs, non pas physiquement, mais en suivant l'arc balistique qui tenait compte de la gravité, du vent et de la vitesse spécifique des balles MUT-55. La cible, à travers l'espace de 12 pouces, a été touchée en plein centre. C'est sûr, a dit Connor Mills à voix basse. Il observait depuis le bas du champ de tir, suffisamment près pour voir l'impact. Ce n'est pas de la chance, c'est un entraînement que je ne peux même pas identifier. Hazel tira le 8e coup, sur la cible surélevée. Le 9e, sur la cible inclinée nécessitant un décalage de 45 degrés. À chaque fois que le fusil crépitait, à chaque fois que l'acier résonnait en aval, le maître principal, Raymond Knox, descendit de la plateforme d'observation où les sous-officiers supérieurs observaient les rotations d'entraînement. 26 ans dans la marine, 3 déploiements dans l'équipe SEAL, 2 étoiles de bronze. Il avait vu toute la gamme des capacités de combat, technicienne. Cette femme discrète qui classait des documents et inventoriait du matériel faisait preuve de compétences qui appartenaient à une catégorie complètement différente. Au 10e tir, la foule était devenue silencieuse. Pas le silence de l'ennui, mais le silence de témoins réalisant qu'ils assistaient à quelque chose d'important. Quelque chose dont on parlerait à voix basse pendant des mois. Hazel posa le fusil, vérifia la chambre, vida l'arme. Ces mouvements avaient de la précision automatique de quelqu'un qui avait accompli ce rituel 10 000 fois. Walsh était figé, son équipe était figée. Les moqueries d'il y a 7 minutes semblaient appartenir à une autre époque. Fletcher s'avança. Bien tiré, Brooks. Son ton était neutre et professionnel, mais quelque chose dans son regard suggérait que ce n'était pas une surprise. C'était une confirmation. Chef Walsh, je crois que vous avez une séance d'entraînement physique matinale. À 5 heures, en tenue complète, pendant les 30 prochains jours. Monsieur, la voix de Walsh avait perdu toute sa force, c'est-à-dire, elle, dit-il en montrant les cibles d'un geste impuissant. Que vient-il de se passer? Que s'est-il passé? Dit Fletcher calmement. Vous avez appris une leçon importante sur les suppositions. Rompez. Mais Ivy Carson n'en avait pas fini. Elle s'avança, la voix aiguë, avec le ton particulier de quelqu'un dont l'identité professionnelle venait d'être remise en question. Attendez, monsieur.
Avec tout le respect que je vous dois, aucun civil ne tire comme ça. Personne ne tire comme ça sans un entraînement sérieux. Alors, qui est-elle? Ivy désigna Hazel. Parce que le métier de technicien en armement n'explique pas ce que nous venons de voir. Hazel s'était détournée et se dirigeait vers le hangar à matériel avec le fusil endommagé. Fletcher s'avança pour l'intercepter, mais Ivy fut plus rapide. Elle la rattrapa et se plaça sur le chemin de Hazel. Je vous ai posé une question. Qui vous a appris à tirer? Fort Benning. La voix de Hazel resta calme. Du calme. Qualification de base au tir. Programme standard. C'est absurde. La voix d'Ivey s'éleva. Le téléphone continuait d'enregistrer, la foule se pressait autour d'eux. La formation de base à Benning n'enseigne pas le protocole fantôme. C'est une technique de niveau 1. Soit vous mentez au sujet de Benning, soit il y a autre chose. Reculez, lieutenant. La voix autoritaire de Fletcher retentit. Ça suffit. Non, monsieur. Avec tout le respect que je vous dois, ça ne suffit pas. Ivy Tenbone. Nous venons de voir une civile tirer mieux que des Navy SEALs entraînés avec une arme cassée. Soit c'est la chose la plus impressionnante que j'ai jamais vue, soit il y a des informations qui nous échappent. J'aimerais savoir laquelle des deux. Le défi flottait dans l'air autour d'eux. Les 43 témoins attendaient. L'appareil photo du téléphone de Blake Morrison a tout capturé. Et quelque part dans les bases de données administratives de Quantico, Jasper Cole effectuait une recherche approfondie dans le dossier personnel de Hazel Brooks, quelque chose dans son comportement, dans la façon dont elle avait manipulé cette arme, dans le regard du capitaine Fletcher, de la reconnaissance, pas de la surprise, quelque chose ne collait pas. Si vous vous demandez comment cela se termine, restez avec nous, car les 5 prochaines minutes vont vous épater. Laissez un commentaire ci-dessous. Que feriez-vous à la place de Hazel? Vous vous en iriez ou vous leur prouveriez qu'ils ont tort? Faites-le nous savoir. Et si vous appréciez cette histoire, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de comprendre que le respect se mérite. Il ne se donne pas. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque Walsh recule encore davantage ses cibles. Walsh a retrouvé sa voix. Le désespoir le rend audacieux. Le lieutenant Carson a raison. Monsieur, je m'excuse pour mon attitude tout à l'heure, mais elle vient de démontrer des capacités qui soulèvent des questions légitimes en matière de sécurité. Les entrepreneurs civils ne possèdent pas ce niveau de compétence sans une formation spécialisée. Il s'est tourné vers Hazel. Je vous demande donc directement, où avez-vous vraiment été formé? Qui sont vos instructeurs? Quel est votre parcours réel? Hazel a croisé son regard. Pendant 3 secondes, elle a soutenu son regard avec une pression constante qui fait détourner les yeux. Puis elle prit la parole d'une voix qui porta à travers le silence. « Je travaille à l'armurerie. Je fais l'inventaire des armes. Je classe des documents. C'est mon travail. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Ce n'est pas une réponse, insista Walsh. C'est une esquive. C'est la seule réponse que vous obtiendrez. » Hazel contourna le groupe. Ivy continua vers le hangar à matériel. La foule s'écarta pour la laisser passer. Le moment semblait suspendu, les témoins ne sachant pas s'ils devaient applaudir ou exiger des explications. Les images filmées par 43 téléphones seraient mises en ligne dans l'heure. Les algorithmes des réseaux sociaux identifieraient le contenu comme très engageant. Mais pour l'instant, le seul bruit était celui des bottes de Hazel sur le gravier et du vent, qui faisait bruisser les drapeaux derrière la plateforme d'observation. Fletcher la laissa partir et se tourna vers Walsh et son équipe. Vous vouliez une démonstration, vous l'avez eue. Maintenant, sécurisez cette zone et retournez à vos tâches. C'est un ordre. Les SEALs se dispersèrent, la foule se dispersa. Mais les questions restaient. Blake Morrison examina ces images. Carter Reed se tenait à côté des cibles, examinant les groupements de tir avec l'expression de quelqu'un qui réévalue ses hypothèses fondamentales. Et dans le bureau administratif, Jasper Cole fixait l'écran de sa tablette où le dossier de Hazel Brooks venait d'être signalé pour insuffisance de données. Le système avait identifié des lacunes. Son historique professionnel à Fort Benning ne montrait que 2 ans. Avant cela, rien, comme si elle était apparue à l'âge de 32 ans avec des qualifications de base et des références parfaites. Cole décrocha le téléphone de son bureau et composa le numéro du bureau de sécurité du personnel. « Oui, ici Cole, du service des technologies d'armement. J'ai besoin d'une vérification plus approfondie des antécédents de l'une de nos sous-traitantes, Hazel Brooks. Quelque chose ne va pas dans son dossier. » Il écouta. «
Je comprends les protocoles de confidentialité, mais je viens de l'avoir surpassé une équipe SEAL avec un fusil cassé. Ce n'est pas une compétence normale pour une sous-traitante. Lancez la vérification. J'en assumerai la responsabilité. Le système mettrait 3 heures à traiter la demande. Les requêtes de la base de données furent envoyées à Fort Benning, au Centre national des archives du personnel et au Centre de données sur les effectifs de la défense. Chaque recherche soulevait davantage de questions, car le dossier de Hazel Brooks, lorsqu'on l'examinait de près, ressemblait exactement à ce qu'il était, une identité de couverture soigneusement construite, suffisamment réelle pour passer une inspection superficielle, mais suffisamment fragile pour s'effondrer sous un examen minutieux. Et quelque part dans ces bases de données, enfouies sous des niveaux de classification qui nécessitaient l'autorisation d'un officier général pour y accéder, se trouvait la vérité sur le sergent-major Hazel Mackenzie. Mais cette révélation n'était pas pour tout de suite. Pour l'instant, Hazel retourna à l'armurerie, enregistra le M4 endommagé comme testé et approuvé pour l'entraînement, et classa le rapport de tir avec ses commentaires minimalistes caractéristiques. Et lorsque Mason Gray, son collègue depuis 3 mois, lui demanda ce qui s'était passé, elle répondit simplement qu'il voulait voir si le fusil fonctionnait. Il fonctionne, ni plus ni moins. La réponse parfaite de quelqu'un qui avait appris que le silence protège mieux que les explications. À midi, le commandant Ronald Hayes reçut un rapport sur l'incident survenu au champ de tir le matin même. Un entrepreneur civil fait preuve d'une adresse exceptionnelle au tir. Problème de sécurité potentiel. Recommande un examen. Hayes, 53 ans, animé du scepticisme institutionnel de quelqu'un qui a passé 30 ans dans un système réfractaire au changement, a lu le rapport 2 fois, a pris note d'examiner le dossier du contractant, puis l'a mis de côté pour s'occuper de questions plus urgentes, telles que l'examen du budget, les programmes de formation et l'achat d'équipements. La note est restée sur son bureau, sans suite. Ce soir-là, Blake Morrison a téléchargé sa vidéo sur un groupe privé de médias sociaux composé de 257 Marines actuels et anciens qui partageaient des anecdotes sur leur formation et suivaient la carrière de chacun. Il l'a simplement légendé. Un entrepreneur civil à Quantico tire selon le protocole fantôme avec une arme endommagée. Quelqu'un a-t-il reconnu la technique? En moins de 30 minutes, 3 personnes avaient répondu. Toutes ont dit la même chose. Ce n'est pas une technique civile, c'est le niveau d'un instructeur des opérations spéciales. En moins d'une heure, la vidéo avait été partagée avec 6 autres groupes. En moins de 2 heures, quelqu'un ayant une expérience du commandement des opérations spéciales interarmées l'a vu et a envoyé un message. Retirez cette vidéo. C'est ça, Reaper 6. Mais Blake n'a vu le message que le lendemain matin. Et à ce moment-là, le mal était déjà fait. Ou plutôt, la révélation s'était déjà répandue dans les réseaux discrets où les guerriers se reconnaissent entre eux. Le deuxième jour a commencé à 5h avec l'équipe de Walsh, qui effectuait son entraînement physique matinal sous la supervision absente de Hazel. Elle ne s'était pas présentée. Fletcher l'avait remplacée en leur faisant faire un circuit délibérément éprouvant qui a amené les 5 SEAL à remettre en question leur choix de vie. À 7h, Hazel s'est présentée à l'armurerie. Service normal, routine normale. Sauf que Jasper Cole l'attendait avec sa tablette et un rapport imprimé. Brooks, il faut qu'on parle. Cole lui fit signe de le suivre dans le bureau. En privé. Les résultats de votre vérification d'antécédents sont arrivés. Ils sont incomplets. Il y a des lacunes dans votre parcours professionnel. La sécurité s'inquiète. Hazel posa sa tasse de café. Des lacunes. 2 ans à Fort Benning. Avant ça, rien. Aucun emploi antérieur, aucun diplôme au-delà du lycée. C'est comme si vous n'aviez pas existé avant l'âge de 30 ans. Cole sortit le rapport. J'ai donc besoin que vous combliez ces lacunes pour des raisons de sécurité. J'étais à l'étranger. Le ton de Hazel resta neutre. Du travail en contrat. Dans le secteur privé. Rien de pertinent pour ce poste. Quel genre de travail en contrat? Le genre pour lequel j'ai signé des accords de confidentialité. Elle le regarda dans les yeux. Si la sécurité a besoin d'une vérification, elle peut contacter le département d'État. Je ne suis pas autorisé à en parler. La réponse était parfaite. Une réponse bureaucratique conçue pour mettre fin à l'enquête sans éveiller davantage les soupçons. Cole acquiesça lentement. Très bien, je transmettrai cela. Mais la démonstration de Brooks hier, ce n'était pas du tir de niveau contractuel,
C'était du niveau professionnel. Donc, s'il y a quelque chose dans votre passé que la sécurité devrait savoir, c'est le moment de le dire. Il n'y a rien. Hazel prit son café. Y a-t-il autre chose? Cole l'étudia. Sa posture, son absence totale de défensive. Le calme qui émane d'une personne qui a été confrontée à de réelles menaces et qui sait que les questions administratives n'ont pas leur place ici. Non, c'est tout pour l'instant. Mais alors que Hazel quittait le bureau, Cole passa un autre appel. Cette fois-ci au capitaine Fletcher. La vérification des antécédents de Sir Brooks a soulevé des questions. Elle fait obstruction. Elle prétend avoir travaillé à l'étranger dans le cadre de contrats soumis à des accords de confidentialité. Mais ce qu'elle a fait hier, ce n'est pas du niveau d'un agent de sécurité. C'est militaire. Militaire spécialisé. Fletcher, assis dans son bureau, examinant les programmes d'entraînement, ferma les yeux. Laissez tomber, Cole. Monsieur, j'ai dit de laisser tomber. Ses références sont valides. Son habilitation de sécurité est à jour. Ce qu'elle a démontré hier était impressionnant, mais pas dangereux. Laissez tomber. Avec tout le respect que je vous dois, capitaine, c'est un ordre. Fletcher raccrocha, se cala dans son fauteuil et fixa le plafond. Il savait que Hazel finirait par attirer l'attention, savait que ses compétences finiraient par transparaître malgré sa couverture civile, mais il espérait gagner du temps. Le temps qu'elle guérisse, le temps que ses cauchemars s'estompent, le temps que la culpabilité du survivant relâche son emprise suffisamment pour qu'elle puisse à nouveau respirer. Il prit son téléphone personnel, envoya un SMS à un numéro sans nom en dissimulant son identité. Il estimait qu'il faudrait 72 heures avant que quelqu'un ne fasse le lien. « Voulez-vous que j'intervienne » La réponse arriva en 30 secondes. « Non, laissez faire. Elle devra y faire face tôt ou tard, mais tenez-moi informé. » Fletcher effaça les deux messages. Habitude militaire, rien par écrit, rien qui puisse être cité à comparaître ou divulgué. Il regarda par la fenêtre de son bureau le champ de tir où, même maintenant, les Marines passaient leur test annuel de tir, des M4 standards, du matériel en état de marche, personne n'atteignant 10 sur 10 à 300 mètres. Il avait regardé Hazel manière ce fusil cassé comme une extension de son système nerveux. Il l'avait vu compenser les dommages qui auraient rendu l'arme inutilisable entre les mains de n'importe qui d'autre. Elle enseignait déjà à l'époque, démontrant une vérité fondamentale que la plupart des tireurs mettaient une décennie à intérioriser. Ce n'est pas l'arme qui fait le guerrier, c'est le guerrier qui fait l'arme. L'adaptation l'emporte toujours sur l'équipement. Mais enseigner cette leçon avait un coût. Elle s'était exposée, et dans le petit monde interconnecté des opérations spéciales, l'exposition n'était qu'une reconnaissance inévitable. À 13 heures, 1 heure du matin pour les civils, Hazel faisait l'inventaire des munitions dans l'entrepôt climatisé de l'armurerie lorsque le lieutenant Ivy Carson entra, cette fois-ci sans tenue de sport, en uniforme complet et professionnel. Elle referma la porte derrière elle. « Je vous dois des excuses. » La voix d'Ivy était maîtrisée, formelle. Mon comportement d'hier n'était pas professionnel. J'ai laissé des problèmes personnels affecter mon jugement. Je suis désolé. Hazel continua à compter les boîtes de munitions. Excuse acceptée. J'ai toutefois quelques questions. Ivy s'approcha. Entre nous, cette technique de tir, le protocole fantôme, je ne l'ai vu utilisée que par des tireurs d'élite de niveau 1, des hommes qui ont passé des années à s'entraîner au plus haut niveau. Soit vous vous êtes entraîné avec eux, soit vous êtes l'une d'entre eux. Qu'en est-il? Je suis technicienne. Hazel nota sur sa feuille d'inventaire. C'est tout, ce n'est pas tout. La voix d'Ivy s'adoucit. Elle devint si sincère. Écoutez, je comprends. J'ai passé 6 ans à me battre pour être prise au sérieux dans les équipes. 6 ans à prouver que j'avais ma place. Je comprends donc que vous vouliez vous fondre dans la masse, éviter d'attirer l'attention. Mais hier, ce que vous avez fait mérite d'être reconnu, mérite le respect. Elle fit une pause. Je vous demande donc, non pas pour vous mettre au défi, mais en tant que personne qui reconnaît l'excellence. Où avez-vous appris à tirer ainsi? Hazel posa son bloc-notes, se retourna et regarda Ivy avec des yeux qui avaient vu des choses que le lieutenant ne pouvait qu'imaginer. Certaines leçons s'apprennent par l'expérience, pas par la formation. Quand on a suffisamment d'expérience, les leçons restent gravées dans la mémoire. Elle reprit son bloc-notes. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai 12 000 cartouches à inventorier avant 16 heures. Ivy resta là, acquiesçant lentement. Encore une chose, la vidéo de Blake Morrison d'hier, elle est devenue virale dans la communauté des vétérans. Les gens posent des questions,
des gens qui ont des relations. Donc, quoi que vous cachiez, et je sais que vous cachez quelque chose, cela va bientôt être révélé. Elle se dirigea vers la porte. Quand ce sera le cas, j'espère que nous pourrons vraiment discuter. La porte se referma. Hazel se tenait seule parmi les caisses de munitions et les bacs de pièces détachées. Ses mains étaient fermes, sa respiration contrôlée. Mais à l'intérieur, là où les guerriers gardent leurs blessures, quelque chose avait changé. Le voile tombait. L'identité civile qu'elle s'était construite se fissurait. Et bientôt, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, quelqu'un ayant l'autorisation et la curiosité nécessaires ferait le lien entre Hazel Brooks et Hazel Mackenzie, sortirait les dossiers classifiés et verrait la vérité. Une partie d'elle s'en réjouissait, fatiguée de se cacher, fatiguée de faire semblant d'être moins que ce qu'elle était. Mais une autre partie, celle qui se réveillait encore à 3 heures du matin, en proie à des cauchemars de feu et de cris, cette partie voulait rester cachée pour toujours. Elle voulait être juste une technicienne parmi d'autres, classant des documents et évitant d'attirer l'attention. Elle voulait que la guerre reste dans le passé, là où était sa place. Elle se remit à compter les munitions. Les chiffres étaient simples, clairs. Ils n'exigeaient rien d'autre que de la précision. Et pour l'instant, cela lui suffisait. La requête de la base de données parvint au Centre national des archives du personnel à 14h30. Vérification de routine des antécédents, contractuel civil, nom, Hazel Brooks. Le système automatisé traita la demande par les voies habituelles. Vérification de l'emploi, formation, antécédents en matière de sécurité. Tout était normal, exactement ce qu'une contractuelle dûment contrôlée devait présenter. Mais la requête déclencha également une recherche secondaire, des protocoles de recoupement pour les personnes ayant suivi une formation spécialisée. Et ceux-ci sont enfouis dans des niveaux de classification nécessitant l'autorisation d'un officier général. Le système a trouvé quelque chose. Un dossier scellé, un drapeau, une note indiquant identité du sujet protégé en vertu du statut de couverture des opérations spéciales. Les demandes de renseignements nécessitent une autorisation du JSOC. Le système s'est verrouillé. Une alerte a été envoyée à 3 personnes. L'une d'elles était le capitaine Ethan Fletcher. Une autre était le colonel Arthur Bradford, le commandant de la base qui avait signé certains documents de retraite il y a 8 mois. Et la troisième était un numéro à Fort Bragg qui n'existait officiellement dans aucun annuaire. L'alerte était simple. Identité secrète. Hazel Brooks compromise. Requête de base de données émise. Quantico recommande une action immédiate. Fletcher a reçu l'alerte à 14h45. Il était en réunion avec les coordinateurs de formation pour discuter des calendriers de qualification du trimestre suivant. Son téléphone a vibré. Il a jeté un coup d'œil à l'écran, lu le message et senti son cœur se serrer. L'estimation de 72 heures était optimiste. Il ne leur restait plus que quelques heures, peut-être moins. Il s'excusa et quitta la réunion, puis passa 2 appels. Le premier au colonel Bradford. « Monsieur, nous avons un problème. La base de données sur l'affaire Brooks a signalé son dossier. » Le second au téléphone personnel de Hazel. Il sonna 4 fois, puis tomba sur la messagerie vocale. Il ne laissa pas de message. Une habitude militaire. Rien n'était enregistré. Mais Hazel était dans la salle d'armement, le téléphone en mode silencieux, en train de compter les munitions et d'essayer très fort de ne pas penser à l'avertissement d'Ivy Carson. La vidéo était devenue virale dans les communautés d'anciens combattants. Les gens posaient des questions, des gens qui avaient des relations. Elle savait que ce moment finirait par arriver, savait qu'une fois démontrées, ses compétences ne pourraient plus être cachées. Une partie d'elle était fatiguée de se cacher. Une partie d'elle voulait que la vérité soit révélée. Voulait arrêter de prétendre qu'elle était moins compétente qu'elle ne l'était. Elle voulait honorer la mémoire de son équipe en reconnaissant ce qu'ils lui avaient appris, ce qu'ils étaient morts en lui apprenant. Mais vouloir et être prête étaient 2 choses différentes. Et elle n'était pas prête, pas pour les questions, pas pour la reconnaissance, pas pour les gens qui la regardaient, avec cette expression particulière, celle qui disait « tu es célèbre » ou « tu es une héroïne », alors qu'elle ne ressentait que de la culpabilité d'avoir survécu, alors que des personnes meilleures qu'elle avaient péri. Elle finit de compter les munitions. 12, 417 cartouches, elle les enregistra, verrouilla la salle de stockage, vérifia son téléphone, 3 appels manqués, Fletcher, Walsh, numéro inconnu. Il ignora les 3. À 15 heures, le champ de tir rouvrit pour les qualifications de l'après-midi. Entraînement standard au fusil de marine.
Hazel n'avait aucune raison d'être là. Ses fonctions consistaient à entretenir le matériel, pas à superviser le champ de tir, mais quelque chose l'attirait dehors, peut-être par habitude, peut-être par besoin d'être près du seul endroit où tout avait un sens, où les compétences et les résultats étaient directement liés, où la politique, le grade et le sexe n'avaient aucune importance comparée à l'endroit où vos balles atteignaient leur cible. Elle se tenait à l'arrière de la plateforme d'observation et regardait 30 marines passer leur cours de qualification. 50 mètres, debout, à genoux, couchés. Des choses basiques. Niveau débutant, la plupart d'entre eux tiraient de manière acceptable. Quelques-uns avaient du mal. Un soldat ne devait pas avoir plus de 19 ans. Il tressaillait beaucoup, appuyait brusquement sur la détente et ratait sa cible de 3 pieds à 50 mètres. Hazel le regarda échouer à sa troisième tentative. Elle vit sa frustration, son embarras, son sergent qui parlait de plus en plus fort, de plus en plus sévèrement, comme si le volume pouvait résoudre le problème mécanique de la technique du soldat. Elle faillit s'en aller. Ce n'était pas son travail, ce n'était pas son rôle. Mais le soldat semblait être quelqu'un qui voulait vraiment réussir et qui ne savait pas comment s'y prendre. Il lui rappelait elle-même à cet âge, avant l'armée, avant les forces spéciales, avant d'apprendre que le tir était à 90% mental et à 10% mécanique. Elle descendit de la plateforme d'observation et s'approcha de la ligne de tir. Le sergent, un marine de carrière plus âgé, avec 3 galons sur la manche, se retourna. « Madame, c'est l'heure du tir. Les civils doivent rester dans les zones d'observation. » « Je travaille ici, » dit Hazel calmement. « Je suis technicienne d'armement. J'ai vu votre soldat sursauter. Puis-je vous faire une suggestion ?» L'expression du sergent indiquait qu'il s'y opposait fortement. Mais quelque chose dans le ton de Hazel, l'autorité qui transparaissait malgré ses vêtements civils, le fit hésiter. Quel genre de suggestion? Le contrôle de la détente. Il anticipe le recul. Il tire trop vite. Hazel regarda le soldat. « Je peux ?» Le jeune homme avait l'air terrifié. 19 ans, tout juste sorti du camp d'entraînement, probablement 3e génération de marine, essayant d'être à la hauteur de l'héritage familial. Il acquiesça. Hazel prit le fusil, le vida, puis le lui rendit. Chargez une balle. Ne le mettez pas encore en chambre. Il obéit. Maintenant, quand vous appuyez sur la détente, je veux que vous vous concentriez sur une seule chose. Pas la cible, pas la visée, juste la détente. Appuyez dessus comme si vous pressiez une balle anti-stress. Lentement, régulièrement, sans à-coups. Elle fit une démonstration avec sa main. Une pression douce. Le tir devrait vous surprendre. Si vous savez exactement quand il va se produire, vous l'anticipez. L'anticipation provoque un fléchissement. La surprise l'empêche. Le soldat acquiesça, chargea la cartouche, visa au loin et appuya sur la détente. Le fusil crépita. À 50 mètres de distance, la cible était percée d'un trou, en plein centre. Les yeux du jeune s'écarquillèrent. « Je l'ai touché. »« Oui, refaites-le 4 fois. » Hazel recula. Le soldat rechargea, tira, toucha, rechargea, tira, toucha. Au 5e coup, ses tirs étaient plus précis que ceux de la plupart des membres de son peloton. Le sergent resta là, son expression passant du scepticisme à un respect réticent. « Madame, vous avez une formation dans l'enseignement. »« Un peu, » répondit Hazel, l'euphémisme de la décennie. Juste les bases. Le sergent la regarda avec l'expression de quelqu'un qui réévalue ses premières impressions. « Les bases, c'est ça? Eh bien, vos bases viennent de sauver la qualification de ce gamin. Je vous en suis reconnaissant. » Il se retourna vers ses Marines. Mais la nouvelle se répandit. La technicienne de l'arsenal, qui avait surpassé les Navy SEALs la veille, venait de corriger en 30 secondes la technique défaillante d'un soldat. À 15h36, les Marines l'avaient abordé pour lui poser des questions. À 16h, elle avait aidé 11 Marines à améliorer leur score. Et à 16h30, le commandant Hayes se tenait sur la plateforme d'observation, regardant la contractuelle civile enseigner aux Marines avec l'aisance de quelqu'un qui avait déjà fait cela 1000 fois auparavant. Hayes prit une décision. Il descendit au niveau du champ de tir et attendit que Hazel ait fini avec son élève du moment, une caporale suppléante qui avait du mal à contrôler sa respiration. Lorsque la caporale s'éloigna avec une note suffisante et un sourire, Hayes s'approcha. « Brooks, un mot. » Ils se dirigèrent vers le hangar à matériel. « Soldats. » Hayes ferma la porte. « J'ai examiné les rapports vous concernant. La démonstration d'hier, l'instruction improvisée d'aujourd'hui,
les signaux d'alerte de votre vérification d'antécédents. Je vais vous poser la question directement et j'apprécierai une réponse honnête. Qui êtes-vous vraiment? Hazel soutint son regard, sans ciller. Je suis quelqu'un qui s'est tiré. C'est tout. Ce n'est pas tout. C'est loin d'être tout. Hayes sortit son téléphone et lui montra la vidéo de Blake Morrison. 2,3 millions de vues à ce jour. Des commentaires d'anciens et d'actuels militaires. Les gens reconnaissent votre technique. Des gens qui ont une expérience des opérations spéciales. Ils disent que vous utilisez des méthodes de niveau instructeur, des méthodes qui ne sont pas enseignées en dehors des unités de niveau 1. Alors, je vous repose la question. Qui êtes-vous? Et que déjà... Le moment était suspendu. Hazel pouvait mentir, maintenir sa couverture, s'éloigner de cette conversation et prier pour que les bases de données restent verrouillées. Mais elle était fatiguée. Et Hayes, malgré son attitude old school, lui posait la question avec respect et méritait une vraie réponse. Quelqu'un qui enseignait autrefois, finit-elle par dire. Quelqu'un qui a pris sa retraite. Quelqu'un qui veut qu'on le laisse tranquille. Enseigner, où est-ce important? Ça l'est si vous enseignez à mes Marines sans autorisation. Hayes adoucit le ton. Écoutez, Brooks, ou quel que soit votre vrai nom, je n'essaie pas de vous dénoncer, mais je dirige ce champ de tir. Je suis responsable des normes de formation. Et si vous avez des qualifications d'instructeur, je dois le savoir, car ce que je viens de voir, 11 Marines améliorer leur score après 30 secondes avec vous, ce n'est pas du coaching amateur. C'est de l'enseignement professionnel. Avant que Hazel n'ait pu répondre, la porte du hangar s'ouvrit. Le capitaine Fletcher se tenait là, le visage tendu. « Commandant Hayes, j'ai besoin d'emprunter Brooks un instant. C'est officiel. Ce n'est pas une demande. C'est un ordre déguisé en politesse. » Hayes acquiesça. Il partit. Fletcher ferma la porte. Il regarda Hazel avec l'expression de quelqu'un qui annonce une mauvaise nouvelle. « La base de données a signalé votre dossier. Le JSOC est au courant des requêtes. Ils envoient quelqu'un pour vérifier la situation. Heure d'arrivée prévue, 18 h. Hazel ferma les yeux. Aujourd'hui, j'ai essayé de vous faire gagner du temps. Je n'ai pas pu. La voix de Fletcher trahissait un regret sincère. Je suis désolé, Reaper. Vous avez 90 minutes pour décider comment vous voulez que cela se passe. Se présenter volontairement ou attendre qu'il vous démasque. C'est à toi de voir. Que me conseilles-tu? Je te conseille d'arrêter de te cacher. Le ton de Fletcher était doux mais ferme. Tu es morte, à l'intérieur depuis 8 mois. Tu prétends être quelqu'un que tu n'es pas. Tu vis une demi-vie. Ton équipe ne voudrait pas ça. Ils voudraient que tu enseignes, que tu diriges, que tu sois qui tu es vraiment. Il fit une pause. Et égoïstement, c'est aussi ce que je veux, parce que cette base a besoin d'instructeurs qui comprennent ce qu'exige réellement le combat. Nous enseignons aux jeunes à passer des tests de qualification. Vous pourriez leur enseigner à survivre. Hazel ouvrit les yeux. Et si je ne suis pas prête, alors vous attendrez que JSOC force la main, mais dans tous les cas, la couverture est fichue. La question est de savoir si c'est vous qui contrôlez le récit ou quelqu'un d'autre. Fletcher regarda sa montre. 90 minutes. Réfléchissez-y. Je serai dans mon bureau si vous avez besoin de moi. Il partit. Hazel resta seule dans le hangar à matériel, entourée d'armes et de munitions et de l'odeur familière de l'huile à fusil qui l'avait accompagnée pendant ses 12 années de service actif. Elle pensa à son équipe, pensa à l'explosion d'un engin explosif improvisé qui avait tué 3 des meilleurs guerriers qu'elle ait jamais connus. Elle pensa à la culpabilité qui la réveillait tous les matins à 3 heures. Elle pensa aux 8 derniers mois passés à se cacher, à faire semblant, à se rabaisser. Et elle pensa à ce soldat de 19 ans dont le visage s'était illuminé lorsqu'il avait atteint la cible. La joie du succès, la fierté de l'accomplissement, c'est ce que l'enseignement apportait aux gens. Un but, des compétences, de la confiance. Peut-être que Fletcher avait raison. Peut-être que son équipe voudrait qu'elle enseigne. Transmettre ce qu'ils avaient appris ensemble. S'assurer que leurs leçons ne mourraient pas avec eux. Elle sortit son téléphone et appela Fletcher. « Capitaine, si je fais ça, je le fais à ma façon. Faites venir Walsh et son équipe au stand de tir à 17 h. Dites-leur que je leur lance un défi. Démonstration finale publique. Tout sera enregistré. » Elle fit une pause. « Et dites au commandant Hayes d'amener qui il veut. Rendez cela officiel. » La voix de Fletcher trahissait quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Affirmatif. 17 h. Je vais passer le mot. Hazel raccrocha. Elle regarda l'heure.
16h45. Il restait 75 minutes avant l'arrivée du GSOK. 15 minutes avant sa démonstration. Elle se rendit à l'armurerie, choisit un fusil sur le râtelier. Celui-ci était en parfait état. Elle chargea 10 chargeurs, 30 cartouches chacun, plus que ce dont elle aurait besoin. Elle retourna au champ de tir où les Marines étaient encore en train de s'entraîner. Elle s'approcha du responsable du stand de tir. J'ai besoin que le stand de 300 mètres soit dégagé, démonstration, officielle de 17h à 18h. Le responsable vérifia son planning. Madame, c'est l'heure des qualifications. J'ai 2 sections prévues. Reprogrammez-les. La voix de Hazel avait une autorité telle que les objections du responsable du stand de tir restèrent sans réponse. Le capitaine Fletcher l'a autorisé. Le commandant Hayes l'a approuvé. Dégagez le stand. La nouvelle s'est rapidement répandue. À 16h35, 70 personnes s'étaient rassemblées. Des Marines, des SEAL, des entrepreneurs civils, du personnel de soutien, tous ceux qui avaient entendu les rumeurs sur le technicien capable de surpasser les forces spéciales. Blake Morrison était là, appareil photo à la main. Ivy Carson se tenait avec l'équipe de Walsh, l'air curieux. Carter Reed avait amené ses instructeurs en armes. Lily Winters avait traîné 6 amis de son peloton. Même le maître principal Raymond Knox était descendu de ce que font les militaires supérieurs lorsqu'ils ne terrifient pas les militaires subalternes. La plateforme d'observation était bondée. Il n'y avait plus que des places debout. À 16h58, 2 véhicules se sont arrêtés. Des berlines militaires sans insigne. 3 personnes en sont sorties. 2 portaient des vêtements civils, mais avaient de la posture indéniable de militaires supérieurs. La 3e était le colonel Bradford en uniforme complet, qui semblait préférer être ailleurs. Ils montèrent sur la plateforme d'observation et prirent place près de la balustrade. Bradford croisa le regard de Fletcher et hocha la tête une fois. Le message était clair. Cela allait se passer, que nous le voulions ou non. À 17h pile, Hazel se dirigea vers la ligne de tir. Elle avait changé de tenue, rien de spectaculaire, juste des vêtements civils différents. Un pantalon cargo noir, une chemise gris foncé, les cheveux toujours attachés en chignon réglementaire. Mais quelque chose avait changé dans son attitude. Moins voûtée, plus ouverte, le poids du secret s'était allégé, même si celui du souvenir demeurait. Elle posa le fusil sur le banc de tir, regarda la foule, 76 personnes, toutes les yeux rivés sur elle. Elle parla clairement, d'une voix forte. Je vais vous montrer 3 techniques. Le tir de précision avec un équipement standard, le tir adaptatif avec un équipement endommagé et le tir tactique dans des conditions de stress. Elle regarda Walsh. Chef, hier, vous m'avez lancé le défi de toucher 10 cibles à 300 mètres. Je relève le défi. 20 cibles à différentes distances, dans différentes conditions. Limite de temps, 3 minutes. Walsh ouvrit la bouche, puis la referma. Aucun mot ne sortit. Carter Reed se pencha vers lui. C'est impossible. 20 tirs de précision en 3 minutes, cela nécessite. Il s'interrompit et regarda Hazel d'un œil nouveau. Cela fait 2 tirs toutes les 18 secondes, en comptant l'acquisition de la cible, le contrôle de la respiration, la pression sur la détente. Personne ne tire aussi vite sans sacrifier la précision. Regarde, dit simplement Hazel. Le responsable du stand de tir installa 20 cibles à des distances comprises entre 50 et 400 mètres, en position debout, à genoux ou couchés, certaines fixes, d'autres sur des rails mobiles. Un scénario cauchemardesque. La foule se tut. Hazel chargea son premier chargeur. 30 cartouches, vérifia la chambre, se mit en position, expira. Le responsable du stand de tir annonça « Le stand est prêt, tireur prêt. Le chronomètre démarre maintenant. » Ce qui s'est passé dans les 2 minutes et 47 secondes qui ont suivi a été rejoué 17 millions de fois sur les réseaux sociaux au cours de la semaine suivante, analysé par tous les programmes d'entraînement militaire du pays, étudié par les instructeurs des forces spéciales comme exemple d'exécution parfaite. Hazel passait d'une position à l'autre avec fluidité, fluide, efficace, sans mouvement inutile. Position debout, 5 cibles à 50 à 100 mètres. Transition à genoux, 6 cibles à 150 à 200 mètres. Position couchée, 9 cibles à 250 à 400 mètres. Chaque tir placé avec une précision mécanique. Chaque transition exécutée avec la mémoire musculaire de quelqu'un qui a répété cet exercice jusqu'à ce qu'il devienne aussi instinctif que respirer. Mais il ne s'agissait pas seulement du tir, c'était tout ce qui l'entourait.
la façon dont elle lisait le vent en observant les motifs de poussière au loin, la façon dont elle s'adaptait au mirage à longue distance, la façon dont elle compensait le mouvement de la cible sans hésitation, la façon dont elle rechargeait sans regarder, gardant les yeux fixés sur la cible suivante, professionnelle, clinique, parfaite. Au 15e tir, 15 personnes avaient commencé à filmer. Au 18e tir, plusieurs Marines secouaient de la tête, incrédules. Au 20e tir, lorsque la cible à 400 mètres a tressailli sous l'impact à 2 minutes 43 secondes, le silence a laissé place à des applaudissements spontanés. Hazel a vidé son arme, l'a posée et s'est tournée vers la foule. Voilà ce qu'est la précision. Maintenant, je vais vous montrer l'adaptabilité. Elle s'est dirigée vers l'endroit où se trouvait le M4 endommagé de la veille et l'a ramassé. Ce fusil présente 3 défaillances mécaniques. La plupart des gens le qualifieraient d'inutilisable. Je l'appelle un outil pédagogique. Elle le chargea. 10 cibles, 300 mètres, comme hier. Mais cette fois, elle regarda Walsh. Je le ferai les yeux bandés si vous êtes toujours intéressé par le test de capacité. La foule s'est déchaînée. Murmure, objection. Quelqu'un a crié « Ce n'est pas sûr », mais le commandant Hayes a levé la main. Le silence s'est fait. Le tir à l'aveugle de Brooke avec un équipement endommagé enfreint environ 6 protocoles de sécurité. Je ne peux pas l'autoriser. Alors je signerai une décharge. La voix de Hazel était ferme, et le capitaine Fletcher peut superviser, mais je fais cela parce que ces Marines, elle a fait un geste vers la foule. Ils doivent comprendre que l'équipement tombe en panne, que les conditions se détériorent, que les plans tombent à l'eau, et que lorsque cela se produit, il faut s'adapter ou mourir. C'est la leçon. C'est ce que j'enseigne. Hayes regarda Fletcher. Fletcher acquiesça. J'en assumerai la responsabilité, monsieur. Elle sait ce qu'elle fait. Comment savez-vous que la voix du capitaine Fletcher était calme mais claire? Parce que je l'ai déjà vu le faire à Kandahar sous le feu ennemi. Elle a tiré un coup que je ne comprends toujours pas complètement. Elle a sauvé 23 marines. Elle ne se met pas en avant. Elle enseigne. Laissez-la enseigner. Les pièces du puzzle s'assemblaient dans l'esprit des personnes présentes dans la foule. Kandahar, 23 marines, un tir qui défiait l'entendement. Ivy Carson écarquilla les yeux. Blake Morrison zooma avec son appareil photo. Et sur la terrasse d'observation, l'un des civils des berlines banalisées sortit un téléphone, passa un appel et parla à voix basse. La révélation approchait. Tout le monde pouvait le sentir, la tension montait comme un orage. Bon, pause d'une seconde. Nous sommes sur le point d'atteindre le moment qui va tout changer. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, car vous ne voulez pas manquer la révélation. Cliquez sur « J'aime » si cette histoire vous tient en haleine et consultez la description pour découvrir d'autres histoires vraies, incroyables, sur des personnes qui ont prouvé que tout le monde avait tort. Bon, on met le bandeau. C'est parti. 10 cibles placées à 300 mètres. Formation tactique. Disposition en losange avec des champs de tir qui se chevauchent. Mecht. Le MF4 endommagé, chargé de 10 cartouches. Hazel se tenait sur la ligne de tir. Fletcher s'approcha avec un bandeau réglementaire. Un tissu noir épais, imperméable à la lumière. Il l'attacha soigneusement, vérifia qu'il était bien en place, puis recula. Hazel resta immobile pendant 8 secondes, la tête penchée, à l'écoute. Le vent s'était levé au nord-ouest avec des rafales à 16 km/h, des oiseaux au loin, le bruit de la circulation sur la route d'accès, le bruit de 76 personnes essayant de respirer silencieusement. Fletcher a communiqué les données sur le vent. Nord-ouest 10 avec des rafales à 12, portée 300, température 22 degrés, humidité 43%. Information standard pour l'observateur. Hazel a acquiescé imperceptiblement. Sa main droite a trouvé le sélecteur du fusil et l'a réglé sur feu. Sa main gauche ajusta la pression de sa prise sur la garde-main. Ses pieds changèrent de position, s'écartant de 5 cm pour une meilleure stabilité. Elle leva le fusil. La foule retint collectivement son souffle. Pour les vétérans qui passent à la vie civile, la planification financière est souvent négligée dans le chaos de la séparation du service. Les prestations de retraite militaire et les indemnités d'invalidité de l'administration des anciens combattants nécessitent des calculs complexes pour maximiser la sécurité à long terme. Les portefeuilles d'investissement spécialement conçus pour les anciens militaires tiennent compte des revenus irréguliers, des blessures liées au combat et des avantages éducatifs du GI Bill.
Les polices d'assurance vie pour les anciens combattants doivent tenir compte des problèmes de santé liés aux services que les prestataires civils comprennent souvent mal, des conseillers financiers spécialisés qui comprennent les plans de prestation de survivants. TRICARE et les options de transfert TSP peuvent faire la différence entre une retraite confortable et des difficultés financières après plus de 20 ans de service. Le premier coup de feu retentit dans le champ de tir. 2 secondes de silence, puis le bruit caractéristique de l'acier frappé. Cible numéro 1 en plein centre. La foule retint son souffle. Hazel a chargé la balle suivante. Le mécanisme était précis, malgré le bandeau. Elle a penché la tête vers la gauche, à l'écoute. Elle a calculé. Elle a tiré. Cible numéro 2, touché. Quelqu'un a murmuré. C'est impossible. Hazel a tiré encore et encore. Les cibles 3, 4 et 5 ont toutes été touchées. Ces mouvements entre les tirs étaient minimes. Des micro-ajustements, une lecture de l'environnement à travers le son et les sensations. Le genre de conscience sensorielle qui nécessite des années d'entraînement pour se développer. À la cible numéro 6, Walsh était devenu pâle. Il avait lancé ce défi hier par moquerie. Maintenant, il avait l'impression de regarder quelqu'un démontrer des capacités qui ne devraient pas exister. Cible 7, celle que Dylan Foster avait spécifiquement détachée pour qu'elle se balance et oscille. Hazel attendit, puis tira lorsque la cible atteignit le sommet de son balancement. Touché parfait. Carter Reed, debout à côté de Blake Morrison, murmura « Elle compte les cycles du vent. Elle utilise les sons ambiants pour synchroniser son tir. C'est une technique de niveau instructeur, de niveau maître. Cible 8. Chaque tir était placé avec une confiance qui transcendait la vue. L'état de détérioration du fusil n'avait pas d'importance. Le bandeau sur les yeux n'avait pas d'importance. Hazel opérait à un niveau où les facteurs externes devenaient des points de données à intégrer plutôt que des obstacles à surmonter. Et tous ceux qui regardaient savaient avec une certitude absolue qu'ils étaient témoins de quelque chose d'extraordinaire. Cible 10, dernier tir. Hazel expira. Elle retint son souffle. Le fusil crépita. À 300 mètres, la dernière cible sursauta. Tir parfait. 10 sur 10, les yeux bandés. Arme endommagée. 300 mètres. Le silence dura 4 secondes. Puis la foule explosa. Applaudissements, cris. Les marines se mirent à acclamer spontanément. La caméra de Blake Morrison captura tout. Le tir parfait. Il a regroupé la réaction de la foule et, surtout, le visage de Walsh lorsqu'il a réalisé qu'il observait quelqu'un opérant à un niveau qu'il ne pouvait pas comprendre. Hazel a baissé le fusil, a tendu la main vers le bandeau, mais Walsh était déjà là, traversant la ligne de tir en 3 longues enjambées. Sa main a attrapé le bandeau et l'a arraché. Brutalement, agressivement. Le mouvement a fait tourner Hazel sur elle-même. « Qui êtes-vous » Sa voix exprimait à la fois la rage et la crainte. Personne ne tire comme ça. Personne. Alors arrêtez de jouer et dites-nous qui vous êtes vraiment. Sa main attrapa son épaule. Sa prise était ferme, contrôlante. Le bracelet de sa montre s'accrocha à sa manche. Le tissu gris de sa chemise était usé par les lavages répétés. Le tissu se déchira de l'épaule au coude, une longue déchirure qui exposait son bras gauche. Et là, sur son épaule, il y avait de l'encre, noire, un tatouage militaire professionnel, clair comme une marque, 7e SFG, Reaper 6, avec un réticule centré sur un crâne, 3 étoiles en dessous. Chaque étoile représentant quelque chose d'important, 3 secondes de silence absolu, le genre de silence qui survient lorsque la réalité bascule, lorsque les hypothèses s'effondrent, lorsque tout le monde réalise simultanément qu'il s'est trompé de manière catastrophique sur quelque chose de fondamental. Le vent s'est arrêté, les oiseaux se sont tus, même le bruit de la circulation provenant de la route d'accès semblait s'estomper. Hazel était figée, son épaule était exposée. Le tatouage était visible par 76 témoins et au moins 20 caméras. Le moment s'éternisa, devint éternel, devint le point unique où sa couverture disparut et où sa vérité renaquit. La caméra de Blake Morrison fit un zoom avant, capturant le tatouage dans les moindres détails. Sa voix enregistrée sur la piste audio murmura « Oh mon Dieu, Reaper 6, c'est une légende, ce n'est pas réel, ça ne peut pas être réel. » Fletcher se mit au garde à vous. Son mouvement fut automatique, son attitude militaire s'imposa, il fit un salut complet. La main tendue, le coude bloqué, le regard droit devant lui. Sa voix se brisa légèrement. « Sergent-major », 2 mots, mais il portait le poids de la reconnaissance, du respect gagné par le sang et le sacrifice,
de la reconnaissance que le grade et la réputation venaient d'être révélés. Le colonel Bradford, sur la plateforme d'observation, se leva. Son mouvement attira tous les regards. Il salua avec toute la courtoisie militaire. Sergent-major Mackenzie, le nom résonna dans l'air comme un coup de tonnerre. C'est un honneur de vous avoir sur cette base. Hazel Mackenzie, pas Brooks. Mackenzie. Le nom fit tilt chez ceux qui connaissaient l'histoire militaire, qui se souvenaient des rapports de Kandahar, de Fallujah, de Mossoul, des rapports qui mentionnaient une instructrice tireuse d'élite qui avait formé la moitié des opérateurs de niveau 1 du commandement des opérations spéciales conjointes, qui avait obtenu 3 étoiles d'argent pour des actions qui restaient pour la plupart classifiées, qui avait inventé la technique de tir Ghost Protocol, qui avait rédigé le manuel sur la précision à longue distance, qui avait disparu 8 mois auparavant après un incident impliquant un engin explosif improvisé qui avait tué 3 membres de son équipe d'entraînement. On la croyait à la retraite, brisée, disparue à jamais de la communauté qu'il avait définie. Mais elle n'était pas partie. Elle était ici, à Quantico, à remplir des papiers, à inventorier des munitions, cachée à la vue de tous, et personne ne l'avait remarqué jusqu'à hier, jusqu'à ce qu'elle ramasse un fusil cassé et démontre que les guerriers n'ont pas besoin d'un équipement parfait, mais d'une volonté parfaite. Le silence fit place au chaos. 76 personnes réagirent simultanément. Walsh trébucha en arrière de 3 pas. Sa main glissa de l'épaule de Hazel. Son visage passa par toutes les expressions possibles. Choc, reconnaissance, horreur face à son propre comportement, besoin désespéré de s'excuser. Ivy Carson ouvrit la bouche, puis la referma. Aucun son n'en sortit. Sa confiance professionnelle vola en éclats face à la réalité. Elle avait défié quelqu'un qui opérait à un niveau qu'elle ne pourrait jamais atteindre, même en 3 vies. Dylan Foster se mit au repos. Instinctivement, automatiquement, sa voix balbutiante tenta de former des mots. « Monsieur le sergent-major, je ne savais pas. J'ai saboté les cibles. Je suis vraiment désolé. » Carter Reed se mit au garde-à-vous et salua d'un geste net. « Monsieur le sergent-major, je vous présente mes excuses. Je ne savais pas qui vous étiez. Ma remise en question était déplacée. » Sa voix trahissait une contrition sincère. Les sergents d'artillerie ne s'excusent pas souvent. Quand ils le font, cela signifie quelque chose. Le commandant Hayes, qui descendait de la plateforme d'observation, se tenait raide. Son visage était devenu rouge. Pourquoi n'ai-je pas été informé? La question n'était adressée à personne en particulier, elle était simplement lancée en l'air. Pourquoi personne ne m'a dit que nous avions une médaille d'honneur? Il s'arrêta et regarda Fletcher. « Capitaine, étiez-vous au courant? » « Oui, monsieur, » répondit Fletcher doucement. « J'ai signé ses papiers de retraite. Je savais où elle était partie et je respectais sa décision de servir discrètement. » Servir discrètement. C'est une légende. Hayes fit un geste vers Hazel. Elle a formé des opérateurs qui ont formé d'autres opérateurs. Elle est mentionnée dans la doctrine des opérations spéciales. Elle est... Il s'arrêta, regarda Hazel directement, vit son expression, vit son malaise, son désir d'être ailleurs. Il adoucit le ton. « Sergent-major, je vous présente mes excuses. J'aurais dû le reconnaître. J'aurais dû le savoir. » Autour d'eux, la foule se pressait. Partout, des téléphones enregistraient, documentaient, des Marines se mettaient au garde-à-vous. Des Navy SEALs saluaient. Quelqu'un a commencé à applaudir doucement. Le chef Knox a approuvé d'un signe de tête. Les applaudissements se sont propagés, sont devenus une ovation debout de la part de personnes qui comprenaient exactement ce que Reaper 6 signifiait pour la communauté des opérations spéciales. Lily Winters, la jeune soldate qui avait défendu Hazel et chuchoté des conversations, se tenait debout, les larmes coulant sur son visage. « C'est pour vous que je me suis engagée, » dit-elle sans s'adresser à personne en particulier. « C'est grâce aux histoires à votre sujet que j'ai voulu devenir marine. » Mais Hazel ne célébrait pas. Elle se tenait là, déchirée, la manche flottant au vent, le tatouage exposé, le regard distant, observant la foule, mais sans la voir. Elle voyait plutôt un autre moment, une autre foule, son équipe se réunissant pour un dernier briefing avant la mission qui allait coûter la vie à 3 d'entre eux. Elle voyait leurs visages, entendait leur voix, se souvenait du poids du leadership, du fardeau de l'enseignement, du prix de l'excellence. Elle s'était cachée pendant 8 mois pour échapper à ce poids. Et en 30 secondes, Walsh l'avait ramenée à la réalité. Fletcher s'approcha, se tint à côté d'elle et lui parla assez bas pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Ça va? »« Non,
répondit Hazel, simple, honnête. Mais ça ira, la vérité est désormais connue. Je ne peux plus me cacher, je le sais. Elle regarda la foule, les téléphones qui enregistraient, les visages qui affichaient de l'admiration, du respect et de la curiosité. Cela va se répandre partout. C'est déjà le cas. Fletcher montra son téléphone. La vidéo de Blake Morrison datant d'il y a 2 minutes avait déjà été vue 50 000 fois. Les commentaires explosaient. Des membres actuels et anciens des forces spéciales reconnaissaient le tatouage, partageaient des anecdotes, confirmaient son identité. En moins d'une heure, elle serait vue 1 million de fois. En moins d'une journée, 10 millions de fois. La révélation de Reaper 6 allait devenir l'un de ces moments viraux qui transcendent les communautés militaires et entrent dans la conscience collective. Mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Peut-être est-il temps de quoi? Temps d'arrêter de cacher qui vous êtes. La voix de Fletcher était douce. Temps d'honorer votre équipe en ANSEG. Nantes aux autres. Tente de laisser derrière vous la culpabilité du survivant et de vous rappeler que vous avez survécu pour une raison. Il fit une pause. Il voudrait que vous continuiez à enseigner. Vous le savez. Hazel ferma les yeux, vit son équipe, vit l'explosion de l'engin explosif improvisé, se vit ramper hors des décombres, vit la cérémonie commémorative, se vit prendre la décision de disparaître dans la vie civile, vit 8 mois d'engourdissement et elle vit autre chose. Elle vit le visage de ce soldat de 19 ans lorsqu'il toucha sa première cible. Elle vit la joie, la fierté, la transformation qui découle de la compétence. Peut-être que Fletcher avait raison. Peut-être qu'enseigner était sa façon de leur rendre hommage, de perpétuer leurs enseignements, de donner un sens à leur sacrifice au-delà de sa propre survie. Elle ouvrit les yeux, se tourna vers la foule, 76 personnes, toutes les yeux rivés sur elle, dans l'attente. Elle parla clairement, sa voix portant à travers le champ. Je m'appelle Hazel Mackenzie, sergent-major, armée des États-Unis, 7e groupe des forces spéciales, à la retraite. Les mots lui semblaient étranges, après 8 mois de silence, mais aussi justes, honnêtes, réels. J'ai servi pendant 12 ans dans l'armée active. J'ai formé 516 membres des forces spéciales. J'ai été déployé 7 fois dans 4 zones de combat. Et il y a 8 mois, j'ai perdu 3 membres de mon équipe de formation dans un attentat à la bombe à Kandahar. Sa voix restait calme, professionnelle, mais l'émotion transparaissait. J'ai pris ma retraite, j'ai changé de nom, j'ai essayé de disparaître parce que je ne voulais pas affronter ma culpabilité. Je ne voulais pas affronter la communauté qui me connaissait comme quelqu'un que je ne me sentais plus être. Elle fit une pause. Mais aujourd'hui, j'ai compris que se cacher ne guérit pas. Cela ne fait que retarder les choses. Alors, j'ai fini de me cacher, j'ai fini de faire semblant. Et si le commandant Hayes veut bien de moi, elle regarda Hayes. J'aimerais enseigner pour de vrai. Pas en tant que contractuelle, mais en tant qu'instructrice, enseignant aux Marines ce qu'exige réellement le combat. Hayes resta silencieux pendant 5 secondes, réfléchissant, puis il sourit. Il sourit vraiment. Sergent-major, j'en serais honoré. Le poste d'instructrice en chef, l'équivalent civil complet de votre grade militaire. Vous rédigez votre propre programme. Vous choisissez vos élèves. Vous avez une autonomie totale. Il lui tendit la main. Bienvenue parmi nous. Hazel lui serra la main. La foule explosa à nouveau. Applaudissements, acclamations, les Marines scandant quelque chose qui ressemblait à Reaper mélangé à Ura. Walsh s'approcha lentement, prudemment, son arrogance précédente ayant complètement disparu. Il s'agenouilla sur un genou. Une marque de respect militaire pour saluer quelqu'un de rang et de mérite nettement supérieur. Sergent-major, je vous dois mes excuses les plus sincères. Mon comportement était inexcusable. J'ai raillé quelqu'un que j'aurais dû respecter. J'ai défié quelqu'un dont j'aurais dû apprendre. Je suis sincèrement désolé, et j'aimerais vous demander... Il déglutit. J'aimerais vous demander la permission de m'entraîner sous votre direction afin d'apprendre ce que vous avez à enseigner. Je suis un SEAL depuis 8 ans et je viens de vous voir démontrer des compétences dont j'ignorais l'existence. S'il vous plaît, laissez-moi apprendre. Hazel le regarda. Elle vit une contrition sincère. Elle vit l'humilité née d'une erreur catastrophique. Levez-vous, chef. Walsh se leva. Vous m'avez défié parce que vous avez vu une faiblesse, vous avez vu quelqu'un de petit et de discret, et vous avez supposé que j'étais incompétente. C'est un échec de perception, un échec de respect, un échec qui fait mourir des gens au combat. Sa voix était ferme, mais pas cruelle. Voici donc votre leçon. Le respect ne se donne pas en fonction de l'apparence, il se gagne par l'action.
Et vous gagnerez mon respect en apprenant l'humilité, en apprenant à votre équipe à regarder plus loin, en ne supposant plus jamais que discret signifie faible. Oui, sergent-major. Et oui, vous vous entraînerez sous ma direction, vous tous. Elle regarda l'équipe de Walsh, Ivy Carson, Dylan Foster, qui avait saboté des cibles, Connor Mills et Mason Gray. À partir de demain, 5H, équipement complet. Vous allez apprendre le tir adaptatif. Vous allez apprendre à tirer avec un équipement défectueux dans des positions compromises et sous pression, parce que les conditions parfaites n'existent pas au combat. L'équipement tombe en panne. Les plans échouent et quand cela arrive, vous vous adaptez ou vous mourrez. Voilà la leçon. Elle ramassa le M4 endommagé et le tendit à Walsh. C'est votre fusil maintenant. Apprenez à vous en servir. Maîtrisez-le, parce que l'équipement cassé vous apprend ce que l'équipement parfait cache. Walsh accepta le fusil comme un objet sacré. Il hocha la tête, il salua. Hazel lui rendit son salut. La courtoisie militaire était respectée. Le respect s'était installé autour d'eux. Les téléphones continuaient d'enregistrer. Le moment était préservé, documenté, partagé sur des réseaux qui le diffuseraient à des millions de personnes. Mais Hazel avait fini de se soucier de l'exposition, fini de se cacher. La vérité était révélée. Et avec la vérité venait l'obligation, venait la responsabilité, venait l'occasion d'enseigner à nouveau, d'honorer son équipe en transmettant ses leçons, de donner un sens à son sacrifice. Bon sang, je parie que vous ne vous attendiez pas à ça. Si cette histoire vous a donné des frissons, vous devez regarder notre prochaine vidéo sur une femme pilote qui a sauvé 300 Marines lors d'une mission que tout le monde disait impossible. Le lien se trouve à la fin de cette vidéo et dans la description. Ne partez pas, nous n'avons pas encore fini. Les conséquences pour Walsh et son équipe. Vous devez voir ça, l'heure qui a suivi a été chaotique. Les Marines arrivaient avec des questions. Les SEAL demandaient à s'entraîner. Le personnel de soutien voulait des autographes. Les réseaux sociaux explosaient. La vidéo de Blake Morrison atteignait une vitesse virale avec 5 millions de vues et toujours plus. Les médias reprenaient l'histoire. Un instructeur légendaire des forces spéciales révèle son identité après avoir réalisé un exploit de tir impossible. Le récit s'est répandu comme une traînée de poudre, et avec lui sont venues des conséquences réelles, immédiates et transformatrices. Pour Walsh et son équipe, les conséquences étaient personnelles. Le commandant Hayes les a affectés à plein temps au programme de Hazel. 6 mois, sans exception. Ils allaient apprendre auprès de la femme qu'ils avaient raillée, être soumis à des normes qu'ils ne pouvaient pas encore atteindre, être démoli et reconstruit sur la base de l'humilité. Walsh a accepté cette mission avec gratitude. Il savait qu'on lui avait fait un cadeau déguisé en punition. 6 mois d'apprentissage auprès d'une légende valaient bien qu'il ravalât sa fierté. Pour Ivy Carson, la conséquence fut une prise de conscience. Elle avait passé 6 ans à se battre pour être prise au sérieux, à prouver que les femmes avaient leur place au combat. Et elle y était parvenue en adoptant l'attitude agressive de quelqu'un qui défend constamment son territoire, mais en observant Hazel observer quelqu'un qui inspirait un respect absolu par sa compétence plutôt que par son agressivité, Ivy a découvert une autre voie. Après la démonstration, elle s'est approchée de Hazel en privé. « Sergent-major, j'ai besoin d'apprendre de vous. Pas seulement le tir, mais aussi le leadership. Comment inspirer le respect sans l'exiger? Comment être forte sans être dure? Apprenez-moi, s'il vous plaît. » Hazel l'a observé. Elle a vu son désir sincère de progresser. Présentez-vous demain à 5h avec l'équipe de Walsh. Mais comprenez bien que je n'enseigne pas aux gens à être comme moi. J'enseigne aux gens à être la meilleure version d'eux-mêmes. Vous apprendrez votre propre voix, pas la mienne. Ivy acquiesça, salua et partit avec ce qui ressemblait à de l'espoir dans les yeux. Pour Dylan Foster, la conséquence fut une période d'essai. Son sabotage des cibles, aussi mineur soit-il, violait l'éthique militaire. Hayes l'assigna à 6 mois sous la supervision de Hazel. Période de probation. Foster aiderait à l'entretien du matériel, à la mise en place des cibles et à toutes les tâches que Hazel lui confierait. Il accepta avec soulagement. Il s'attendait à un tribunal militaire ou à une exclusion, mais il obtint au contraire une rédemption. La chance d'apprendre auprès de quelqu'un qui comprenait que les erreurs étaient des moments d'apprentissage si l'on était prêt à les affronter. Honnêtement, pour le commandant Hayes, la conséquence fut institutionnelle.
Il avait renvoyé un instructeur légendaire comme s'il s'agissait d'un simple sous-traitant, sans reconnaître son talent qui opérait au plus haut niveau. Cet échec exigeait une correction. Il convoqua une réunion d'urgence avec tous les chefs de service, annonça de nouveaux protocoles, chaque dossier personnel serait examiné, les antécédents de chaque contractant seraient vérifiés, non pas pour des raisons de sécurité, mais pour éviter de gaspiller du potentiel. Combien d'autres spécialistes travaillaient en dessous de leurs capacités? Combien de talents étaient ignorés parce qu'ils ne se mettaient pas en avant? La base ne gaspillerait plus l'expertise par ignorance. Pour la communauté de Quantico, dans son ensemble, les conséquences se répercutèrent. Les techniciens se sont sentis valorisés. Le personnel de soutien s'est senti reconnu. Le message a été clair. La valeur ne dépend pas du grade ou de la position. L'excellence existe partout si l'on est prêt à la reconnaître. Lily Winters a lancé une pétition qui a recueilli 300 signatures en 2 heures, demandant à Hazel de mettre en place un programme d'entrée au combat pour les femmes, enseignant des techniques spécifiquement adaptées aux défis auxquels les femmes sont confrontées dans la culture militaire. Hayes l'a immédiatement approuvé. Après leur service militaire, de nombreux anciens combattants sont confrontés à des difficultés juridiques pour obtenir des indemnités d'invalidité, faire valoir leurs droits en matière d'emploi et demander des prestations liées à leur service. Les représentants juridiques spécialisés dans les anciens militaires comprennent le système complexe d'évaluation des anciens combattants, les procédures d'appel des anciens combattants et les exigences en matière de preuves pour obtenir une augmentation de l'indemnisation. Des programmes éducatifs spécialement conçus pour les anciens combattants aident à traduire l'expérience militaire en qualification civile, transformant les compétences des infirmières de combat en certification paramédicale, les spécialistes de la communication en professionnels de l'informatique et les coordinateurs logistiques en gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement. Les cours de certification en ligne permettent aux anciens combattants d'étudier à leur propre rythme tout en gérant le traitement du SSPT, la physiothérapie et les responsabilités familiales pendant la difficile période de transition. Mais les conséquences les plus profondes étaient internes, personnelles pour Hazel elle-même. Ce soir-là, après que la foule se soit dispersée et que le champ de tir se soit vidé, elle s'est assise seule dans l'armurerie où elle avait passé 8 mois à se cacher. Sa chemise déchirée révélait non seulement le tatouage, mais aussi les cicatrices en dessous. Des éclats d'obus, des brûlures, les preuves physiques de sa survie. Elle a suivi le contour du tatouage avec son doigt. Elle se souvenait l'avoir fait après avoir reçu sa première étoile d'argent. Elle se souvint de son équipe qui s'était réunie pour la féliciter, lui disant qu'elle avait gagné le droit de porter fièrement le Reaper 6. Elle se souvint de leur visage. Fletcher la trouva là à 18h30. Il s'assit sans demander la permission. « Tu as bien travaillé aujourd'hui. » « Vraiment ?» La voix de Hazel était fatiguée. « Je me suis exposé. J'ai mis fin à mon anonymat. Maintenant, tout le monde va avoir des attentes. Ils s'attendent à ce que je sois une légende. Mais je ne le suis pas. Je ne suis qu'une personne qui a survécu alors que d'autres, meilleurs que moi, ont péri. Tu es quelqu'un qui a formé 516 opérateurs, qui a sauvé 23 marines à Kandahar, qui a inventé des techniques qui font désormais partie de la doctrine. Ce n'est pas une légende, c'est un accomplissement. Il y a une différence. Fletcher se pencha en arrière. Et ces personnes meilleures que toi, ton équipe, elles ne sont pas mortes en pensant qu'elles étaient meilleures que toi. Elles sont mortes en sachant qu'elles s'étaient entraînées aux côtés de quelqu'un d'extraordinaire. Ils auraient voulu que vous enseigniez, que vous transmettiez votre savoir. Hazel resta silencieuse pendant un long moment. Et si j'échoue? Et si je ne peux plus enseigner? Et si la culpabilité? La culpabilité sera toujours là. L'interrompit gentiment Fletcher. C'est le prix de la survie. Mais vous leur rendez hommage en vivant pleinement, en enseignant aux autres ce qu'ils vous ont enseigné, en donnant un sens à leur sacrifice par vos actions, dit-il en se levant. Demain, 5h, l'équipe de Walsh. Le programme de combat féminin commence la semaine prochaine. Tu vas être occupé, tu vas être épuisé, mais tu vas revivre pour de vrai. Pas seulement survivre, vivre. Il partit. Hazel resta assise là jusqu'à 19h, réfléchissant, assimilant, pleurant, mais aussi planifiant. Demain, elle enseignerait, ferait la démonstration du tir adaptatif avec du matériel défectueux, montrerait à l'équipe de Walsh que la perfection était l'ennemi du bien, aiderait Ivy à trouver sa propre voie en tant que leader,
donnerait à Dylan Foster la chance de se racheter par le service, lancerait le programme de combat féminin avec Lily Winters et les 300 signataires de la pétition, commencerait à honorer son équipe en immortalisant leurs leçons. À 20h, elle quitta l'armurerie, se rendit en voiture à son petit appartement hors de la base, se changea, prépara le dîner, une routine normale, sauf que ce soir-là, elle se sentait différente, plus légère, comme si le poids de se cacher avait été si lourd que son absence était physiquement perceptible. Elle consulta son téléphone. 17 appels manqués, 42 SMS, des milliers de notifications sur les réseaux sociaux. Elle ignora tout cela, sauf un SMS provenant d'un numéro qu'elle reconnaissait, le numéro qui avait signé ses papiers de retraite. Le colonel Bradford. Le message était simple. Votre équipe serait fière. Bon retour, Reaper 6. Elle a tapé une réponse, l'a supprimée, en a tapé une autre. Finalement, elle a envoyé. Merci, monsieur. Je suis prête maintenant. 3 semaines ont passé. Le programme de Hazel est devenu la formation la plus demandée de la base. L'équipe SEAL de Walsh s'entraînait 6 jours par semaine. C'était épuisant, humiliant, transformateur. Ils apprenaient à tirer avec un équipement endommagé, dans des positions compromettantes, sous pression psychologique. Ils apprenaient que l'adaptation l'emportait sur la perfection, que la force mentale importait plus que la force physique, que la compétence discrète inspirait plus de respect que l'arrogance bruyante. À la 3e semaine, leur score de qualification avait augmenté de 30%. Leur réflexion tactique avait évolué. Leur respect pour Hazel était devenu absolu. Ivy Carson avait trouvé sa voie. Elle a appris que le leadership ne nécessitait pas d'agressivité, mais une confiance née de la compétence. À la 2e semaine, elle enseignait aux jeunes Marines féminines avec l'austérité patiente de quelqu'un qui avait cessé de se défendre et commencé à encadrer. Dylan Foster a mérité de sortir de sa période d'essai, démontrant que les erreurs pouvaient être des occasions d'apprendre si on les affrontait avec honnêteté et volonté de progresser. Il est devenu le spécialiste de l'équipement de Hazel, entretenant les fusils, mettant en place des scénarios d'entraînement complexes, apprenant des compétences d'armurier qui lui seraient utiles pendant des décennies. Le programme de combat féminin a été lancé avec 123 participantes. Hazel leur a enseigné le maniement des armes, la réflexion tactique, plus important encore, comment inspirer le respect dans des environnements qui ne le garantissaient pas automatiquement, comment être forte sans faire preuve de force, comment diriger sans s'excuser. Le programme a connu un tel succès que d'autres bases ont demandé des programmes similaires. En 2 mois, Hazel formait des instructeurs pour reproduire le modèle dans plusieurs installations. Le commandant Hayes a mis en œuvre les changements institutionnels qu'il avait promis. Tous les sous-traitants ont été interrogés. 15 spécialistes ont été identifiés comme travaillant en dessous de leurs capacités. 3 étaient d'anciens instructeurs militaires, 4 avaient des diplômes supérieurs dans des domaines pertinents, 2 avaient une expérience dans les opérations spéciales. Tous ont été réaffectés à des postes qui exploitaient pleinement leur potentiel. L'efficacité de la formation de la base s'est nettement améliorée. Les notes de qualification ont augmenté. Les compétences tactiques se sont améliorées. Et surtout, la culture est passée d'une culture qui valorisait l'apparence plutôt que le fond à une culture qui recherchait l'excellence indépendamment de l'apparence. La vidéo de Blake Morrison a été visionnée 17 millions de fois. La section des commentaires est devenue un forum de discussion pour les militaires qui partageaient leurs propres expériences de sous-estimation, de rejet et de démenti de ceux qui jugent trop rapidement. La vidéo a suscité un débat plus large sur la reconnaissance du talent, sur la nécessité de regarder plus loin, sur le respect des compétences, plutôt que des diplômes. Plusieurs civils ont contacté Hazel pour lui demander des interviews. Elle les a toutes refusées. L'enseignement était important. L'attention des médias, non. 3 semaines et 2 jours après la révélation, Hazel était assise dans son appartement un vendredi soir. Elle portait des vêtements civils et, pour une fois, ses cheveux étaient détachés. Sa sœur Chloé, venue de Virginie, lui rendait visite pour la première fois depuis des mois. Elles avaient préparé le dîner ensemble, ri, parlé de choses normales, de la famille. Chloé s'était inquiétée après l'incident de l'engin explosif improvisé, craignant que Hazel ne s'en remette jamais. Mais ce soir-là, en voyant sa sœur bouger avec détermination et énergie, Chloé se sentit soulagée. « Tu sembles différente, mieux, plus toi-même. » Hazel sourit. Un petit sourire, mais sincère. « J'enseigne à nouveau. Ça m'aide.
Je suis contente que tu mourrais à l'intérieur en prétendant être quelqu'un d'autre. Chloé versa du vin. Alors, quelle est la prochaine étape? Plus de programmes de formation, plus de vidéos virales. Juste enseigner. C'est suffisant. Hazel but une gorgée de vin. Je fais enfin ce que je suis censé faire. Honorer l'équipe, transmettre ce qu'ils m'ont appris. C'est tout. Elles ont discuté jusqu'à 22 heures, jusqu'à ce que Chloé se dirige vers la chambre d'amis, jusqu'à ce que Hazel s'assoie seule sur son canapé, enfin en paix avec la visibilité, avec le fait d'être connue, avec l'acceptation que ses compétences avaient une valeur au-delà de son propre usage. Elle vérifia son téléphone une dernière fois, une notification, un numéro inconnu. Elle faillit l'ignorer, mais quelque chose la poussa à ouvrir le message. Ce n'était pas un SMS, c'était un message vocal, crypté, sécurisé. Elle appuya sur Lecture, une voix qu'elle ne reconnaissait pas. Filtrée, intraçable, masculine, professionnelle. Sergent-major Mackenzie, nous avons un problème. Coordonnées 34,100 de G en nord, 69,2 de G est. 3 otages, cible de grande valeur. Distance approximative, même 600 mètres. Terrain montagneux. Conditions de vent latéral extrême. Exécution prévue demain à 6 heures, heure locale. Les otages sont des sergents des Marines, d'anciens élèves de votre promotion de 2019. Barnes, Rodriguez, Chen, vous les avez formés. Vous connaissez leurs capacités. Vous savez qu'ils n'auraient pas été capturés si la situation n'était pas catastrophique. Nous avons épuisé toutes les options de sauvetage conventionnelles. Ce tir nécessite quelqu'un qui possède vos compétences spécifiques, quelqu'un qui peut effectuer un tir de précision à 1600 mètres avec des vents latéraux de plus de 20 miles et un angle supérieur à 40 degrés. Vous êtes le seul opérateur que nous connaissons qui possède cette capacité. Nous comprenons que vous avez pris votre retraite. Nous comprenons que vous êtes passé à autre chose, mais ce sont vos élèves, et ils vont mourir si personne d'exceptionnel n'intervient. Pause. Nous vous fournirons un briefing sécurisé si vous acceptez. Une équipe de soutien, du matériel, une extraction, tout ce dont vous avez besoin. Mais nous avons besoin de votre décision dans les 2 heures et... Le temps est compté. Nouvelle pause. Sergent-major, je sais que vous avez mérité votre repos, mais 3 Marines comptent sur quelqu'un en qui ils ont confiance, quelqu'un qui les a formés, quelqu'un qui leur a appris à ne jamais abandonner. Nous vous demandons de le prouver une fois de plus. Reaper 6, nous avons besoin de vous. Ils ont besoin de vous. S'il vous plaît. Le message s'est terminé. Hazel est resté figée. Le téléphone dans sa main lui semblait soudainement lourd. Impossible. Elle a regardé son étui à fusil dans le placard. Elle ne l'avait pas ouvert depuis sa retraite. Elle n'avait pas touché ses armes personnelles depuis 8 mois. Elle s'était promis d'arrêter le travail opérationnel, d'arrêter les missions, d'arrêter de se mettre dans des situations où des gens mouraient. Elle avait choisi l'enseignement précisément pour éviter cela, pour rester en sécurité, pour guérir. Mais il s'agissait de ses élèves. Barnes, Rodriguez, Chen. Elle se souvenait d'eux. Elle se souvenait de leur visage pendant la rotation de 2019. Elle se souvenait de Barnes, qui avait du mal à calculer les probabilités de victoire jusqu'à ce que quelque chose fasse tilt et qu'il passe de moyen à exceptionnel. Elle se souvenait de la détermination patiente de Rodriguez. Il n'abandonnait jamais, ne se plaignait jamais. Il travaillait simplement jusqu'à ce qu'il maîtrise chaque technique. Elle se souvenait de l'intelligence discrète de Chen. Il savait lire le terrain comme une carte topographique qui prenait vie dans son esprit. De bons marines, de bonnes personnes, ses élèves capturés, condamnés à mort. Et elle pouvait les sauver. Peut-être que si elle tentait le coup, si elle sortait de sa retraite pour une seule mission, si elle risquait tout ce qu'elle avait reconstruit, la paix, l'enseignement, la guérison, pour un tir à 1600 mètres en terrain montagneux avec des vents latéraux extrêmes, un tir que peut-être 10 personnes sur Terre pouvaient réussir, un tir qu'elle avait déjà réussi à Kandahar. Les conditions étaient différentes, mais l'impossibilité était la même. Le tir qui lui avait valu sa 2e Silver Star, le tir dont les gens parlaient encore, le tir qui avait tué un combattant ennemi à 1500 mètres et par des vents de 65 km/h alors qu'elle était sous le feu de 3 positions. Elle pouvait réussir ce tir. Elle savait qu'elle le pouvait. Ses compétences n'avaient pas diminué. Sa mémoire musculaire était intacte. Son calcul mental fonctionnait toujours. Elle l'avait démontré 3 semaines auparavant avec les yeux bandés.
Ses capacités étaient intactes. La question n'était pas de savoir si elle pouvait. La question était de savoir si elle devait. Était-elle prête à reprendre le travail opérationnel? Prête à risquer sa vie? Prête à ajouter potentiellement d'autres visages au cauchemar qui la réveillait à 3 heures du matin? Hazel posa le téléphone, se dirigea vers son placard et ouvrit l'étui de son fusil. À l'intérieur se trouvait son arme personnelle, un fusil de précision Macmillan TAC-50 de calibre personnalisé. Portée effective, 2000 mètres, l'arme qu'elle avait utilisée pour ses tirs les plus difficiles, l'arme qu'elle avait mise à la retraite en même temps qu'elle. Elle toucha le canon froid, familier, comme si elle saluait un vieil ami, et soudain, elle sut, elle en était absolument certaine. Elle allait y aller, non pas parce qu'elle le voulait, non pas parce que le travail opérationnel lui manquait, mais parce que 3 de ses élèves avaient besoin d'elle, parce qu'elle leur avait appris à ne jamais abandonner et qu'elle ne pouvait pas leur demander de vivre selon des principes qu'elle-même ne respectait pas. Elle prit son téléphone et rappela le numéro. Il sonna une fois, puis fut immédiatement décroché. « Sergent-major, votre décision. » La voix de Hazel était calme, résolue. « Envoyez le dossier complet. J'aurai besoin d'une équipe de soutien, d'un observateur et d'une sécurité. J'aurai besoin des données balistiques pour ce terrain. J'aurai besoin d'images satellites de la zone cible et j'aurai besoin d'une confirmation que l'extraction est sécurisée, quel que soit le résultat. » Elle fit une pause. « Je reviens, mais comprenez bien que c'est pour eux, pour mes élèves, pas pour une reprise des opérations. C'est une mission unique, une seule chance. Ensuite, je retournerai à l'enseignement. » Compris, sergent-major. Le dossier complet sera envoyé sur un canal crypté dans les 10 minutes. L'équipe de soutien est déjà mobilisée. L'équipement est prêt. L'extraction est garantie. Le soulagement transparaissait dans la voix. « Merci. Vous sauvez 3 vies ce soir, peut-être plus. Espérons-le. » Hazel mit fin à l'appel, resta debout dans son appartement, son étui à fusil ouvert, sa vie civile en suspens. Demain, elle serait dans un avion pour coordonner ce qu'elle venait de mémoriser. Demain, elle s'installerait sur une crête montagneuse. Demain, elle tirerait un coup de feu qui sauverait 3 Marines ou la hanterait à jamais. Mais ce soir, elle devait se préparer, vérifier son arme, revoir les tables balistiques, passer mentalement du statut d'instructrice à celui d'opératrice, d'enseignante à guerrière. La transition était épuisante, mais nécessaire. Elle regarda son téléphone une dernière fois, envisagea d'appeler Fletcher, envisagea de lui parler de la mission, mais la sécurité opérationnelle l'en empêchait, besoin de savoir. Elle n'était pas autorisée à en parler, alors elle lui envoya simplement un SMS. « Capitaine, je serai absente pendant 72 heures. Urgence familiale. Demandez à Carter Reed de remplacer mes cours. Je serai de retour lundi. » Un mensonge mais nécessaire. Fletcher finirait par comprendre, devinerait probablement ce qui s'était passé lorsque la nouvelle du sauvetage réussi des otages serait annoncée, saurait qu'elle avait été impliquée, respecterait le fait qu'elle ait répondu à l'appel. Hazel ouvrit complètement l'étui de son fusil et commença le rituel familier de préparation, de nettoyage, de vérification, de réglage des mécanismes qui transformaient une arme en une extension de sa volonté. Et pendant qu'elle travaillait, elle pensait à son équipe, aux 3 qu'elle avait perdus, à ce qu'ils auraient voulu qu'elle fasse. Ils auraient voulu qu'elle sauve ses Marines, qu'elle utilise les compétences qu'ils étaient morts en lui enseignant, qu'elle démontre une fois de plus que les guerriers se protègent les uns les autres, que l'entraînement crée des liens qui transcendent la retraite, que les enseignants restent responsables de leurs élèves pour toujours. À minuit, elle était prête, armes nettoyées, équipement emballé, esprit concentré. À minuit, un SUV noir s'est arrêté devant son appartement. Sans inscription, sans insigne, le conducteur a hoché la tête une fois. Elle a chargé son équipement, est montée dans le véhicule et, tandis que celui-ci roulait vers l'aérodrome où un avion l'attendait, Hazel a regardé par la fenêtre l'obscurité qui défilait, a pensé au parcours qui l'avait amené ici, de sa cachette dans l'anonymat à sa révélation sur un champ de tir, puis à son déploiement opérationnel en 3 semaines. La vie avançait vite quand on cessait de lui résister, quand on acceptait qui on était et ce dont on était capable, quand on honorait son équipe en mettant en pratique les leçons qu'elle avait apprises au prix de sa vie. Le briefing de mission était complet. Images satellites, analyse du terrain, régime des vents, identification des cibles, localisation des otages, voie de sortie, tout ce dont elle avait besoin. Le tir était difficile,
extraordinaire et nécessitait de prendre en compte des variables que la plupart des tireurs d'élite n'avaient jamais rencontrées. Mais elle avait déjà fait des choses difficiles auparavant. Elle avait réussi des tirs impossibles dans des conditions pires encore. Sa confiance n'était pas de l'arrogance, c'était de la compétence, soutenue par des milliers d'heures d'entraînement et des dizaines d'opérations réussies. Elle pouvait réussir ce tir, elle le réussirait. Et 3 Marines rentreraient chez eux auprès de leur famille parce qu'elle refusait de laisser tomber ses élèves. Alors que l'avion décollait à 3 heures du matin, Hazel ferma les yeux, sans dormir, visualisant, repassant le tir dans son esprit, calculant la compensation du vent, estimant la chute de la balle, se préparant à toutes les variables, le genre de préparation mentale qui transforme un défi en objectif réalisable. Elle repensa à Walsh, qui lui avait demandé la veille ce qui distinguait les bons tireurs des grands tireurs. Elle lui avait répondu « Les grands tireurs n'espèrent pas des conditions parfaites. Ils se préparent à des conditions terribles, et ils exécutent quand même. » Demain, elle démontrerait cette vérité, montrerait que des décennies d'entraînement, d'engagement et de sacrifice avaient créé une capacité qui transcendait les limites humaines. Normal prouverait que les leçons de son équipe perduraient à travers ses actions. Et à son retour, lorsqu'elle aurait accompli sa mission et serait revenue à Quantico pour reprendre l'enseignement, elle aurait une nouvelle histoire, une nouvelle leçon, un nouvel exemple de ce que l'adaptation et l'engagement pouvaient accomplir. Elle l'enseignerait à l'équipe SEAL de Walsh, au programme de leadership d'Ivy, aux étudiantes combattantes de Lilly, démontrerait que la retraite ne signifiait pas l'obsolescence, que les enseignants restaient des guerriers lorsque les circonstances l'exigeaient, que les compétences forgées au combat conservaient leur avantage si on les entretenait avec discipline et respect. L'avion volait dans l'obscurité vers une mission qui allait devenir légendaire ou tragique, vers des coordonnées où 3 Marines attendaient un sauvetage dont ils ne savaient pas qu'il allait arriver, vers un tir qui allait mettre à l'épreuve toutes les compétences que Hazel avait développées, et elle était prête, pas impatiente, pas excitée, juste prête, parce que c'était ce que faisaient les guerriers. Ils répondaient à l'appel, ils protégeaient les leurs, ils démontraient par leurs actions que certains liens ne pouvaient être rompus par la retraite, le temps ou les traumatismes. Reaper 6 revenait, pas pour toujours, pas pour être réactivé, mais pour une mission, un tir, une chance de sauver 3 vies qui comptaient plus que son propre confort, et quelque part dans l'obscurité devant elle, dans des montagnes qu'elle n'avait jamais vues, sur un terrain qu'elle n'avait étudié qu'à travers des images satellites. 3 Marines étaient sur le point de découvrir que leur instructrice ne les avait pas oubliés, que l'enseignement créait des obligations qui transcendaient le service, que l'excellence exigeait rien de moins que tout à chaque fois, quel qu'en soit le coût personnel. L'avion continuait de voler. La mission attendait, et Hazel Mackenzie, sergent-major Reaper 6, instructrice légendaire, héroïne malgré elle, prête à démontrer une dernière fois pourquoi certaines personnes deviennent des légendes, non pas en recherchant la gloire, mais en répondant à l'appel quand les autres ne le pouvaient pas, en réussissant des tirs impossibles quand des vies en dépendaient, en prouvant qu'une compétence discrète soutenue par un engagement absolu pouvait changer des résultats qui semblaient prédéterminés, en étant exactement celle que son équipe l'avait formée à être, une guerrière qui n'abandonne jamais, une enseignante qui n'abandonne jamais ses élèves, une femme qui prouve chaque jour que le respect se gagne par l'action et ne s'impose pas par le titre. Et demain, à 1600 mètres de distance, dans des conditions extrêmes qui briseraient la plupart des tireurs, elle honorera cet héritage une fois de plus, parce que c'est ce que font les guerriers. Ils se présentent, ils exécutent, ils sauvent des vies, et ils font passer l'impossible pour une routine grâce à une préparation si minutieuse que l'extraordinaire devient la norme. Reaper 6 revenait, et 3 Marines allaient découvrir qu'ils avaient choisi la bonne instructrice, que ses leçons allaient au-delà de la salle de classe, qu'elle pensait chaque mot lorsqu'elle leur enseignait. Les guerriers protègent toujours les leurs, sans exception, quel qu'en soit le prix.